Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Van der Maren, je suis le président du Centre culturel du Brabant Wallon. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que le président du Centre culturel du Brabant Wallon prend la parole pour une conférence de la Maison de l'Urbanisme qui va traiter d'habitat, de façon d'habiter? Eh bien parce que la Maison de l'Urbanisme, elle fait partie intégrante du Centre culturel du Brabant Wallon. Et donc, mais oui, mais vous dites, ah, mais c'est pas quelque chose d'évident pour tout le monde. Quand moi je suis devenu président du Centre culturel du Brabant Wallon en 2019, je suis arrivé ici, on me dit, il y a une maison d'urbanisme. Et je me dis, qu'est-ce qu'une maison d'urbanisme vient faire dans un centre culturel? Et c'est souvent une incompréhension dans la population, dans les usagers du centre, qui disent, mais c'est quoi le lien entre une maison d'urbanisme et un centre culturel? Et en réalité, le lien, il est tellement puissant, il est tellement prégnant qu'en réalité, je trouve que c'est une bonne chose, c'est super intéressant d'avoir une maison d'urbanisme au sein d'un centre culturel. Parce que ce serait pas correct de réduire la culture au milieu artistique. La culture, c'est la façon... c'est le langage, c'est la culture, c'est la façon de vivre en société, c'est aussi la façon d'habiter, d'appréhender son territoire, c'est la cuisine, enfin la culture c'est plein de choses et pas uniquement l'artistique. Et donc une maison d'urbanisme qui réfléchit, qui pense les modes d'habiter, les modes d'aménagement de territoire, c'est aussi une question culturelle et je pense que c'est vraiment une richesse pour le Brabant Wallon d'avoir une maison d'urbanisme qui soit aussi liée que cela à un centre culturel. Donc je vous accueille et je vous souhaite la bienvenue au centre culturel du Brabant Wallon, dans cette salle du foyer populaire des anciennes usines Henrico. Cette conférence, c'est le point culminant d'un programme, de notre programme 2023, le programme d'activité de la maison d'urbanisme qui avait pour thématique réhabiliter, avec le jeu de mots qu'on voit, réhabiliter, réhabiter, habiliter, habiliter. Donc il y a plein de choses qu'on peut voir derrière ce titre. Et donc c'est en partenariat avec l'Institut culturel d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, premier parallèle avec la maison, avec le centre culturel, puisqu'ici on a de l'urbanisme qui fait partie d'un centre culturel, et ici on a un centre d'architecture, mais qui est en réalité un institut culturel d'architecture. Donc je pense que c'est sympa de voir des liens de la culture avec tout ce qui est architecture également, parce que l'architecture, c'est effectivement aussi une question culturelle, je pense. Et donc vraiment un tout grand merci à la directrice de l'Institut culturel d'architecture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Audrey Comtesse, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et à qui on doit avec Bénédicte l'organisation de cette conférence. Donc merci déjà à vous pour cela. La conférence, elle s'inscrit également dans le calendrier de l'exposition Temps d'Archi qui se tient pour le moment aux Halles universitaires de Louvain-la-Neuve, enfin de l'UCL. Et donc, la Maison de l'Urbanisme et l'ICA, on dit ICA ? Oui. Ont réalisé ensemble des ateliers avec des aînés et des ados durant l'été. Et le résultat de ces travaux, vous le voyez en images pour le moment. Il y a un film et des maquettes qui sont pour le moment présentes à l'exposition. Et donc là, pas là maintenant, mais vous voyez avant et vous le verrez encore pendant la conférence quelques images du film qui a été réalisé. Alors, je veux remercier l'équipe de l'ICA, donc Audrey Comtesse, je viens d'en parler, mais également Stéphanie Van Doselaar et Aurélien Jacob, chargés de projet, et David Serrati, qui est chargé de communication. Donc merci à vous, merci à eux pour cette belle collaboration. Je voudrais aussi remercier les intervenants de ce soir, puisqu'on a le plaisir d'accueillir Guillaume Vanès, qui est professeur à l'UCL et qui est architecte, Denis Carrère, qui nous vient de la start-up française Ville Vivante, Cédric Armand, notre fonctionnaire délégué, et Bernard Pâques, qui est avocat. Je voudrais aussi évidemment remercier l'équipe de la Maison de l'Urbanisme, Agnès pour les ateliers avec les ados, Bénédicte pour les ateliers aînés et pour la conférence de ce soir, mais aussi Gaël et Xavier qui ont participé et alimenté la réflexion sur notre thématique durant toute l'année. Donc vraiment merci à vous quatre pour ce super travail. Merci à notre directrice Françoise qui va nous rejoindre un peu plus tard, la directrice du Centre culturel du Brabant Wallon, et également aux équipes techniques et com du Centre culturel du Brabant Wallon. Enfin, comme ça j'aurais remercié tout le monde, je remercie la province du Brabant Wallon, la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour leur soutien dans toutes nos activités et je vous souhaite une excellente soirée.
Un grand merci pour ce beau mot d'accueil. Bienvenue à tous. Donc moi, c'est Bénédicte Davant. Je suis donc la coordinatrice de la Maison de l'Urbanisme. On va introduire assez rapidement cette soirée parce qu'en fait, on a un menu qui est assez... un menu 4 services, hein, comme on dit. Donc qui va être... qui est appétissant et qui le sera, j'en suis sûre. Et donc, Audrey et moi, on va juste introduire un petit peu cette soirée. Alors réhabiliter, donc on l'a dit, nous c'était vraiment notre thème, notre fil rouge pendant toute l'année 2023. Alors pourquoi on a défini en interne ce fil rouge? En fait, la clé d'entrée, c'est vraiment l'évolution de notre code de l'aménagement du territoire, hein, avec cette fameuse politique du ZAN où on est vraiment invité à revoir notre rapport au sol, à réduire l'étalement urbain et la consommation du sol, et donc vraiment à s'intéresser à ce qui est déjà là. Et donc dans ce jeu de mots de réhabiliter, il y a le re, et le re, c'est refaire, c'est retrouver, c'est renouveler. Et donc c'est déjà l'éloge du déjà là. Ça, c'est un peu une charpente importante qui nous a guidés toute cette année. Alors, dans réhabiliter, il y a évidemment plein de choses. Il y a d'abord le habiter, le rehabiter. Et alors ça, on peut évidemment le voir de différentes façons. Il y a réhabiliter le foncier artificialisé, donc tous ces terrains qui existent déjà. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en fera à l'avenir? Il y a rehabiter les centres, hein, les centralités. Et là, on sait qu'on a vraiment du pain sur la planche pour réenchanter ces lieux-là. Et puis, il y a réhabiliter le bâti, bien entendu, à l'aune des enjeux énergétiques, entre autres, mais aussi dans nos provinces, à l'aune de l'accessibilité financière. C'est aussi habiter des zones vulnérables. C'est un thème qui a aussi traversé notre programme d'activité pendant toute l'année, notamment sur la question des inondations. C'est finalement pas si loin que ça de nous. Et puis, il y a aussi, et c'est aussi une charpente, c'est toute cette notion de habiliter, de réhabiliter toute une population au sens large à réapproprier finalement son espace de vie et donner les capacités finalement de se mettre en capacité de réfléchir et de se mettre en action sur le territoire. Alors, vous le savez sans doute, parce que je ne doute pas que vous nous suivez au travers de tous nos différents médias, on a des conférences, des ateliers animation, visites, formations, bien entendu notre revue Espace Vie, qui est à côté de vos lits ou dans vos salons, j'en suis sûre, je n'en doute pas. Et donc, c'est au travers de... Parfois, oui, c'est aussi. Hein. Ça, je pense que ça existe aussi, mais c'est très efficace. Et donc, c'est au travers de toute cette panoplie d'activités qu'on a pu décliner cette thématique-là. Alors, je vais aller très, très vite. Hein. Dans nos conférences, nos midis de l'urbanisme, bien connues depuis de nombreuses années, on a notamment traité de la question du commerce, des tiers-lieux, qui est une façon de réinventer notre manière d'être là. Il y a eu un midi de l'urbanisme sur l'espace public, il y a évidemment ce soir. Et puis, prenez vos agendas, le 8 décembre, nous faisons un midi de l'urbanisme sur la sobriété foncière, donc cette capacité à traiter le foncier d'une autre manière, de manière beaucoup plus sobre, j'ai presque envie de dire d'une manière sage. Et nous avons aussi eu l'occasion de parler du SDT, ce schéma de développement du territoire, qui était à l'enquête publique et qui poursuit son chemin dans les voies de l'approbation. Atelier animation, donc ça c'était un point fort de cette année-ci, avec l'ICA, ça a été dit, où on a travaillé la question à la fois avec les ados, à la fois avec les aînés. C'était super intéressant et je vois plusieurs personnes qui sont dans la salle, c'est très chouette de pouvoir poursuivre avec vous l'aventure. Et puis on a fait une visite il y a quelques semaines en nord de France, dans une ville du nord de France qui a vraiment pris la réhabilitation, la réappropriation de son histoire et de l'ensemble finalement de son territoire à bras-le-corps depuis plus de 30 ans avec des résultats qui sont tout à fait intéressants. Et puis le numéro d'Espace Vie, vous l'avez sans doute vu quand vous avez fait votre petite croix dans la liste des inscrits. Donc on a fait un numéro d'Espace Vie spécifiquement dédié à la réhabilitation, où on a traité différents volets que je ne vais pas détailler ici, évidemment, puisque vous l'avez déjà tous lu dans votre salon. Donc voilà, et puis, comme je le disais, la question aussi du traitement du sol, la question de la vulnérabilité de notre territoire qu'on a pu explorer également au travers d'une formation sur les inondations et le référentiel qui a été
édité par la région wallonne sur ce thème. Voilà, donc réhabilitation, chez nous, on commence à en avoir marre de ce terme parce qu'on le met dans tous les sens, donc bientôt 2024. Je te laisse la parole, Audrey. Merci beaucoup Bénédicte, merci Nicolas pour ce mot de bienvenue. Et puis oui Bénédicte, merci pour cette collaboration qui a été riche. Donc elle a commencé autour de cet ouvrage, Architecture Wallonie-Bruxelles, Inventaire 4. Donc en fait on est coordinateur de cet ouvrage qui est réalisé avec la cellule architecture et qui est l'inventaire de l'architecture contemporaine des 3 dernières années. Donc 2020 et 2023. Et c'est vrai que le comité de rédaction qui s'est réuni pour sélectionner les différents projets présentés dans cet ouvrage se sont vraiment intéressés à la thématique de la réappropriation, pour le coup. Et qu'elle soit urbaine et architecturale ou paysagère. Et donc dans la réappropriation, il y a cette notion un petit peu de reprendre un petit peu possession de l'existant et de le transformer pour l'adapter à ses besoins, mais aussi aux enjeux environnementaux qui nous guettent de très près. Et donc, on était content de trouver ce lien avec la Maison de l'Urbanisme, Centre culturel, parce que pour nous, ces partenariats sont très importants, puisque l'ICA est nomade, nous n'avons pas de lieu, mais 2 fois par an, nous organisons des événements en collaboration justement avec les centres culturels répartis sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour cette notion de réappropriation, on a voulu faire notre temps d'archi à Louvain-la-Neuve et en lien avec vous pour s'occuper aussi de la question du Brabant wallon. Donc l'exposition, comme tu l'as dit Nicolas, se tient à l'universitaire de Louvain-la-Neuve jusqu'au 26 novembre. On y montre 7 projets qui sont extraits de cet ouvrage, qui montrent un petit peu de façon exemplaire des réappropriations dans des contrées différentes. Donc par exemple ici on a 2 exemples vraiment en centre-ville et un exemple plus au niveau de la ruralité. Et lié en fait à ces 7 exemples qui sont présentés, on a toujours une politique de commande. Donc on demande à des architectes ou des experts d'avoir une réflexion sur une thématique. Et là on a demandé notamment à un laboratoire de recherche de Loki, qui s'appelle Superposition, de réfléchir justement sur la réappropriation nécessaire de Louvain-la-Neuve. Donc Louvain-la-Neuve, ville nouvelle, mais en même temps qui commence à être désuète. Les bâtiments doivent se renouveler. Et donc, quelle stratégie avoir? Donc, c'est le résultat que ça a donné. Et puis, on fait aussi des commandes ou des moments de réflexion, hein, comme tu l'as dit, avec, donc là, c'était en partenariat avec vous, donc tu l'as évoqué. Les traces dans l'exposition sont notamment celles-ci, donc les maquettes, des images, des textes également. Et on a interrogé donc les adolescents sur la question des délaissés urbains et des aînés sur la question de quoi faire des maisons 4 façades, qui sont très présents, bien sûr, dans le Brabant wallon. Et puis, il y a ce film, vous l'avez déjà évoqué, magnifique, de Camille Van Derme, que nous avons commandé et qui fait un petit peu ce lien entre ces 2 ateliers, que je vous invite vraiment à voir. Il prend une dizaine de minutes, mais c'est vraiment un magnifique poème. Et puis cette question de quoi faire avec le 4 façades, quoi faire avec le tissu suburbain du Brabant wallon, on l'a aussi posé à un expert qui est Guillaume Van Est, et qui est donc là ce soir pour donner une conférence. Et donc c'est là que je m'arrête. Bonne soirée. Voilà. Alors juste pour conclure cette petite introduction, donc réhabilitation, réappropriation, on aura bien compris que c'est presque des synonymes. En tous les cas, c'est une clé d'entrée où on s'est rejoint d'une manière plus qu'évidente.
Et important de dire aussi que c'est au cœur des pratiques et d'architecture et d'urbanisme. Et c'est, en plus, moi j'ai les deux casquettes, donc c'est d'autant plus facile de le dire. C'est deux disciplines qu'on oppose beaucoup trop, qui ne se parlent pas assez. Et donc ici, toute notre collaboration et le résultat aussi qu'on va vous proposer là, dans 30 secondes, c'est vraiment le résultat de deux disciplines qui se croisent et qu'on a besoin de croiser beaucoup plus pour activer la transition et spatiale et environnementale et sociétale au sens large. Voilà, donc ce soir, Guillaume, Denis, moi je vous appelle par vos prénoms, c'est beaucoup plus sympa. Guillaume, Denis, Cédric et Bernard. Bienvenue à vous, merci déjà de votre discours. Je vais donc d'abord accueillir Guillaume qui va ouvrir le bal avec, il aura pour mission de nous éveiller aux enjeux et éveiller nos imaginaires. Éveiller nos imaginaires, c'est un des axes de notre centre culturel et le travail qu'il a pu faire donc, dans le cadre de cette expo s'intègre vraiment dans ce défi global qui est de réenchanter, de réimaginer notre territoire, nos espaces de vie. Bienvenue à toi, Guillaume. Alors, toi, c'était laquelle encore ? Là. Ouais. Si, vas-y. Voilà, plein écran. Il faut que l'ordinateur... C'est une histoire de partage d'écran, ça. Il avait beaucoup de choses à dire, hein, Guillaume. Voilà. À partir de là, je me débrouille. Merci. Bonsoir à tous. Je crois que j'ai 20 minutes, plus ou moins. J'ai 20 minutes, plus ou moins, c'est ça. Hein, ouais. Donc, bonsoir à tous et merci de m'accueillir. Et donc, en effet, on a pris part, mon bureau d'études d'architecture et d'urbanisme VVV, qui est un bureau de praticiens, et moi-même qui suis donc architecte et enseignant et chercheur à l'UCL. On a pris part cet été, dans le cadre de l'invitation de l'ICA, à une petite recherche sur le devenir des territoires suburbains. Donc, sa petite présentation d'aujourd'hui va en fait rendre compte de cette recherche et de ce à quoi elle a mené et de ce qu'elle cherche à mettre en lumière. Alors, la recherche s'appelait Suburb-Brabant, banlieue radieuse. Suburb-Brabant, c'est un jeu de mots entre suburbains, qui sont en fait ces conditions plutôt périphériques, suburbain, donc une espèce de sous-ville, comme si c'était pas assez bien pour être de la ville. Donc, c'est au-delà de la ville, c'est périphérique, c'est l'étalement urbain, c'est du sprawl, c'est la ville diffuse, il y a beaucoup de vocabulaire, mais suburbain reprend ça assez bien. Et le Brabant wallon central, dans la vallée de la Dyle surtout, mais beaucoup d'autres endroits en Belgique aussi. Donc ce Brabant wallon est pas mal construit de cet issu suburbain. Donc c'est avec ça qu'on a commencé. Ce Brabant wallon autour de Louvain-la-Neuve, est-il un espace suburbain, oui ou non ? Et on a commencé à réfléchir, et donc je vais quand même donner deux, trois bases de comment est-ce qu'on a commencé à réfléchir, et puis après on rentrera dans la partie plus amusante ou plus didactique. Cette partie-ci explique pourquoi est-ce qu'on a donné un sous-titre qui s'appelle banlieue radieuse. Banlieue radieuse, c'est un terme qu'a inventé Marcel Smets dans les années 80. C'est un urbaniste et enseignant de la KU Leuven en Flandre, en Belgique. Éminent urbaniste reconnu, il a occupé plusieurs fonctions importantes comme celle de bouwmeester, le maître architecte flamand. Et donc il a à un moment accolé à notre condition urbaine généralisée en Belgique le mot banlieue radieuse. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Il décrivait une espèce de condition périphérique de banlieue partout, mais qui serait radieuse.
Alors lui, en fait, quand il appelle ça comme ça, il fait référence à quelqu'un d'autre, qui est Le Corbusier, qui, il y a longtemps, avait fait un projet qui s'appelait La Ville radieuse, et dans laquelle il y avait cette espèce d'ambition moderniste, de progrès, d'hommes nouveaux, de vie en plein air, etc. Et lui, Marcel Smet, il dit... cet objectif-là, le Belge, il le réalise dans un espace qui est suburbain, qui est la banlieue. Et il n'y a pas de jugement dans son texte qu'il écrit là en 1986 à l'occasion d'une autre exposition. Il n'y a pas tellement de jugement, mais il y a plutôt un constat et la possibilité de décrire et de dire c'est là, ça existe, la Belgique, c'est de l'urbain beaucoup, partout, et en majorité dans ces conditions-là. Et on ferait bien de regarder ce que c'est pour mieux comprendre et faire avec, travailler avec. Donc quand nous on a sous-titré Suburb-Brabant banlieue radieuse, c'est de se dire, vous avez compris que le jeu de mots tourne facilement, réappropriation, réhabilité, banlieue radieuse, c'est une manière de repenser ce tissu-là. Et donc voilà, donc c'est de là que c'est parti, et nous on a fait ce constat-là sur le Brabant wallon central. Ça ressemble plus ou moins à ça. C'est un extrait, ce sont des photos, c'est des regards, ça peut vous paraître familier, peut-être que vous habitez une de ces maisons. C'est un travail photographique qu'a réalisé Michiel de Kleen, qui est un photographe et ami qui nous a accompagnés sur ce projet. Et il a cette capacité simplement à poser son appareil photo assez simplement et à prendre en photo le banal, l'ordinaire. Mais dans ses cadrages ou dans ce qu'il regarde, et si on regarde attentivement les photos, tout d'un coup apparaissent des choses qui méritent d'être dites, comme la manière dont on se retourne ou ne se retourne pas des entrées vers des espaces publics, la proportion d'asphalte ou d'espace dédié à la voiture qui occupe la plupart des photos, tous les dispositifs paysagers, les haies, les barrières qui en fait garantissent l'intimité mais aussi empêchent peut-être des formes de rapprochement. Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle du suburbain. Ça ne veut pas dire que tout le Brabant wallon est suburbain, mais ça veut dire qu'il y a ce genre d'endroits et qu'on retrouve un peu partout autour de nos villes, etc. Ce travail, ça c'est une petite parenthèse pour dire d'où je viens, mais je l'ancre aussi moi dans un travail de recherche que j'ai effectué les 8 dernières années à l'UCL. Donc j'ai développé une thèse de doctorat qui cherchait à comprendre d'où ça venait. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais historiquement, le Brabant wallon est un territoire qui est constitué de beaucoup de grandes propriétés foncières. Il y avait un terreau là d'acquisition foncière qui s'est transmise de main en main depuis les époques des abbayes jusqu'à la révolution industrielle, etc. Enrico était un très riche propriétaire. Il y a des grandes familles qu'on connaît qui occupent encore et qui possèdent ces terrains-là. Il se fait dans l'après-guerre, une période de progrès et de croissance de Bruxelles en l'occurrence, et l'arrivée de Louvain-la-Neuve, il y a eu une demande qui a dégelé ce stock foncier qui s'est en fait activé assez facilement et assez vite et qui a permis aussi à toutes ces maisons, ces villas 4 façades d'atterrir quelque part de manière en quantité assez massive. Voilà. Ça, c'est un peu le cadre théorique et la question qu'on se pose à partir de là, quand on fait le constat que cette Belgique urbanisée, c'est en majorité dans des conditions périphériques et que le Brabant wallon en est un bon exemple. Qu'est-ce qu'on fait demain? Comment est-ce qu'on transforme cette périphérie? Et comment est-ce qu'on la transforme? Pourquoi? Parce que, en fait, plusieurs experts et le grand public, et on commence tous à s'accorder et à le voir aussi, elle n'est pas en tant que telle, on se pose la question, est-ce qu'elle est résiliente? Est-ce qu'elle est capable d'aller demain vers des transformations qui la rendent plus soutenable, moins consommatrice d'énergie, d'espace, de matière? Est-ce qu'elle est capable de porter un projet de société qu'on pourrait appeler de transition? Transition de quoi? Eh bien, transition des modèles de mobilité, de consommation, de vivre ensemble, de ressources, etc. Et donc, on a commencé à se poser la question de comment on peut transformer cette périphérie. Et si oui, par quoi cela doit-il se faire et comment s'en inquiéter? Est-ce qu'il s'agit de proposer sur ces villas 4 façades des transformations morphologiques? Donc, est-ce qu'on va tuner les maisons pour qu'elles grossissent, qu'elles puissent accueillir plus de monde? Est-ce qu'on va densifier?
Est-ce qu'on peut hybrider les quartiers qui sont essentiellement résidentiels? Est-ce qu'ils doivent accueillir d'autres choses? Est-ce qu'ils peuvent accueillir du travail, plus de commerce? Donc, est-ce qu'on peut changer aussi les fonctions? Donc, quelle est la place du travail au cœur de ces lotissements? Et est-ce que, finalement, la relation à des gros centres, que sont, en l'occurrence, Bruxelles pour la métropole, mais en fait, à une échelle un peu régionale, des endroits comme Louvain-la-Neuve ou Wavre, est-ce que cette relation se fait toujours de centre à périphérie? Est-ce qu'on est toujours obligé de vivre dans ces quartiers-là comme si on était la deuxième couronne de quelque chose d'autre? Ou est-ce qu'en fait, il y aurait des moyens peut-être d'imaginer que dans le futur, les centralités se trouvent ailleurs? Et il y a déjà des exemples qui se passent partout autour de nous. Donc ce que je vais présenter là, et ce qu'on a fait comme petite recherche, ça n'est pas que du rêve, c'est déjà en train de se faire. Et c'est ça que je dis à la fin, on oublie trop souvent en réalité que cette suburbia, elle est déjà en train de se transformer et qu'il faut la décrire ce qu'elle est, ce qu'elle devient et ce qu'elle pourra être. Pour répondre à toutes ces questions, on a mené une petite recherche par le projet. Et donc là, ça mérite 2-3 mots d'explication. C'est une méthodologie simple, en tout cas, qui paraît simple, mais qui est relativement neuve, ou en tout cas qui, dans les milieux professionnels et académiques à l'université, a le vent en poupe, on va dire, ou en tout cas est plutôt nouvelle. C'est-à-dire, supposons qu'on puisse faire des projets fictifs. Un projet, c'est toujours fictif. Quand vous appelez un architecte pour faire le projet de votre maison, tant que vous n'avez pas mis les sous et que le maçon n'est pas là pour le faire, ça ne reste qu'un projet. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le projet pour inventer des situations transformées où demain, on imagine un futur souhaitable, qui nous permettent de poser les bonnes questions. C'est-à-dire, par le projet, on va mettre en mouvement des questions, des hypothèses, chercher à y répondre, et puis tirer peut-être des conclusions. Donc là, je passe parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au début, c'est donc on va se mettre dans des conditions de réinterprétation de ce tissu périurbain, le banlieue radieuse que je vous ai raconté, que j'emprunte d'ailleurs à Roger Sherman, qui est un architecte qui avait fait le même exercice à Los Angeles. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend en fait très simplement dans l'étalement américain, l'étalement urbain américain, il prend 6 petites maisons prototypes autour de Los Angeles, et avec ses étudiants, il va imaginer 6 study cases, des cas d'études, où il va imaginer la transformation de ces maisons purement et simplement avec les étudiants pendant tout un semestre. Et donc on a fait comme lui, on a pris un territoire un peu au hasard, pas tout à fait, on a pris un espèce d'épicentre qui est Rixensart, parce que ça nous semblait être un endroit où il y a une masse critique, il y a eu des grandes opérations foncières dans les années 60, etc. Il y avait suffisamment de maisons de différentes périodes. Et on s'est mis à imaginer des transformations de 4 maisons. 4 maisons, mais pas que 4 maisons, disons plutôt 4 récits de vie qui vont incarner, ou en tout cas qui ont été le réceptacle pour imaginer des transformations possibles, qui sortent volontairement du cadre actuel réglementaire, on va dire, parce qu'elles cherchent à mettre en mouvement des hypothèses qui sont au-delà, pour savoir si on pourra le faire effectivement ou pas, mais qui sont pas néanmoins, c'est pas parce qu'elles sortent du cadre réglementaire qu'elles sont pas dépourvues de bon sens ou de possibilités, etc., etc. La question du récit, elle est aussi importante dans le sens où, et je pense que c'est aussi un peu, je ne dis rien de nouveau, c'est dans l'air du temps, et enfin disons en tout cas il y a une forme de paradigme autour de l'idée que la narration puisse être un médium qui peut porter des valeurs et qui puisse être partageable. Et donc en fait, incarner des propositions dans des récits permet de vous les transmettre ce soir par exemple, et d'incarner en tout cas des idées. Et donc on a proposé 4 petites histoires. Alors on va essayer de les parcourir ensemble pour vous donner l'eau à la bouche, mais sans en donner trop non plus, pour vous forcer d'aller quand même voir l'exposition au Hall universitaire à Louvain-la-Neuve, puisque ceci se trouve exposé donc au Hall universitaire encore jusqu'au 26 novembre. La première transformation qu'on a envisagée, c'est celle d'une maisonnée, ou d'un co-housing, pour employer les mots à l'anglaise. Et je vais vous lire un petit extrait. Donc, les Jonquilles, une maison collective rue des Jonquilles. Il fallait y penser, se dit Lily. Ça évoque ces appartements à la mer, un peu du genre résidence Mercator. En même temps, ça donne un nom, une identité, ou un sens à cette grande maisonnée. Ils et elles sont si nombreuses, et c'est comme un port d'attache pour la plupart. 10 à vivre dans la maison, et pourtant cela reste assez calme. En réalité, ce n'est pas vraiment une colocation. Chacun a son studio,
avec une chambre, une kitchenette et une salle de douche. Mais au centre de l'habitation, il y a des grandes salles communes avec la cuisine, la grande salle à manger, un salon et la zone de détente, une sorte de bibliothèque avec quelques fauteuils. Donc c'est un extrait et ça donne déjà un peu, ça incarne un possible futur de gens qui habiteraient dans une grande maisonnée. On verra plus tard comment ça prend forme dans l'espace. La maison atelier. Aujourd'hui se prépare une grosse commande, c'est la fête de quartier et l'inauguration de la Placette, un nouvel espace public rénové juste en face de l'atelier aux fleurs. Elle attend du renfort de quelques voisins et voisines pour installer les guirlandes de fleurs et sortir les tables de brasseurs. Le crépuscule va être magique avec le soleil qui se couche dans l'axe de la rue et les nouveaux massifs plantés où elle voit chaque jour les mésanges et le pic-vert fouiller à la recherche d'insectes. Les enfants sont déjà là à inventer des jeux entre les nous et à se cacher derrière les haies. Donc là, c'est le récit d'une maison où on aurait agrandi une partie pour en faire un atelier. C'est un extrait du récit, c'est quelqu'un qui a un champ et qui est maraîchère à proximité, mais qui a un espace de vente au sein du quartier. Et ça tombe bien, ça se fait au regard d'une place, d'un espace public qui s'est rénové et qui du coup accueille un petit morceau de vie comme c'est là où peut-être qu'avant c'était plutôt un parking avec 5 ou 6 voitures et pas grand-chose qui s'y passait. La maison kangourou, elle soulève un autre thème, c'est la question de l'intergénérationnel. Donc la capacité à plusieurs générations à vivre ensemble dans une même maison. Après de longues discussions, Judith s'est vue rassurée sur le projet. Les primes à l'intergénérationnel sont tombées à point nommé. La Fédération Wallonie-Bruxelles finançait les frais de déménagement des personnes seniors pour un rassemblement familial et la région wallonne intervient sur certains travaux de réaménagement des maisons et appartements. Comme il et elle avaient revendu la voiture il y a déjà 3 ans, quand la station de voitures partagée de quartier a ouvert en haut de la rue, le garage est devenu un lieu de stockage, un vrai capharnaüm. Donc là, c'est un petit récit de vie un couple où la jeune fille est prête à partir à l'université et eux s'apprêtent à recueillir la maman du père qui vient vivre à la maison et fictivement, on a inventé l'idée que des subsides pouvaient aussi permettre à mettre en place ce genre de choses. Donc dans les récits, il y a aussi quelques petites traces les pistes de ce compressant qui peuvent être possibles comme moyen de mettre en place pour réaliser ces transformations. Le dernier récit, la maison densifiée ou la villa appartement. Donc ça c'est plutôt l'idée que on peut en effet, on pourrait avoir des maisons qui grossissent. C'est des maisons qui sont assez larges, qui sont assez cossues. Il y a souvent de l'espace dans le suburbain. Il y a plus de mètres carrés que pour une maison, un foyer équivalent en ville dense. Et si en fait on compacifiait un peu tout ça. Depuis cette rentrée, elle va à pied ou à vélo à l'école. Quel bonheur, ne plus devoir faire ces trajets. Il y a un tracé pédibus qui profite du réseau de sentiers qui a été reconstruit ces dernières années. Il permet de relier les cul-de-sac et passe entre les clos et les jardins. D'un coup, les maisons de ses amis et amies qui semblaient si loin étaient en fait là, au fond du jardin ou de l'autre côté de la haie. C'est dingue. Puis les adultes, eux aussi, circulent beaucoup plus à pied maintenant. Fini les voitures pour aller au délit-traiteur ou n'importe où. La perception de distance a changé. Ça a été à l'école ce matin. Donc là, c'est un récit qui aussi déplace le focus. C'est cette maison où on a en fait surélevé au-dessus d'une emprise d'une maison existante. On a construit plutôt 3 appartements de plein pied. Et c'est le petit récit de vie de la jeune fille la jeune enfant qui habite là et qui ne doit plus en faire. Comment dire, le récit ici s'adresse plus à des transformations du quartier et donc il parle d'un réseau de sentiers qui reconnecte différents voisins, etc. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a aussi d'essayer d'intégrer dans ces récits de vie, c'est que les transformations ne concernent pas que les maisons en tant que telles, c'est pas juste une question énergétique ou du prix des briques etc. Quand on parle de stations voitures relais qui pourraient se tenir en haut des quartiers, on ferait peut-être les 100 derniers mètres à pied, ou bien on vient déposer ses courses devant la porte, mais on regarde la voiture plus loin parce qu'en fait, on veut libérer de l'espace pour faire autre chose que juste des parkings en plein air. Donc c'est pour vous dire, en fait, on a essayé de toucher à différents registres et différentes échelles d'intervention. Et c'est là-dessus que je vais atterrir, et c'est là-dessus qu'on a aussi incarné les transformations, puisqu'on est architecte, on aime bien travailler avec l'espace et on aime bien faire des maquettes. Et donc en fait, on s'est dit qu'est-ce qui incarnera mieux que rien d'autre ces propositions de transformation, c'est de faire des maquettes très réelles où on peut voir et comprendre ces 4 récits
dans les transformations des petites maisons. Cette maquette, pour être capable d'incarner notre envie de montrer que les transformations vers un projet de transition de ces périphéries, elles se passent à plusieurs échelles. C'est une grande maquette ronde qui est à voir à l'exposition. Et donc vous voyez juste le plan ici, et c'est une maquette qui mélange volontairement 4 échelles. Des échelles qui sont celles du territoire, du quartier, de la rue et de la maison. Alors là, vous nous voyez juste au moment où on était tout content d'avoir enfin fini ce travail qui nous a pris les 2 mois de l'été avec l'équipe dans un garage à proximité du bureau. On retrouve le territoire de Rixensart et alentour, la vallée de la Dyle, qui occupe une bonne partie du centre. Le quartier qu'on va retrouver ici, le lotissement, la rue qu'on va retrouver là-bas, et une maison qu'on a montée encore plus en détail. Donc il y a des échelles différentes. On va du 50e au 1000e. La même photo vue du dessus, donc le territoire qui fait le fond de la maquette, le quartier dans lequel on prend une rue qu'on retrouve ici, et dans cette rue on prend une maison qu'on retrouve là en plus grand. Donc il y a une espèce d'effet d'enchaînement, un peu comme des poupées russes, où voilà, on montre que cette réalité, ces transformations, elles se tiennent les unes dans les autres. Cette maquette, eh bien, donc on l'a transportée, on l'a amenée, on l'a montée sur place. Il y a un truc, c'est qu'elle est trop grande, donc on l'a faite en deux pièces. Et puis on a fait le vernissage. C'était un très chouette moment. Il y a un peu plus d'un mois de ça, ou tout juste un mois. Donc, comme je vous le disais, cette maquette, elle représente des échelles qui, un peu comme des tailles de vêtements, S, M, L, XL, montrent différentes manières d'habiter le territoire et incarnent du coup tous ces petits récits de vie qui nous montrent en fait les possibles transformations de ces tissus, depuis la maison, la rue, le quartier, jusqu'au territoire. Et donc, on n'est pas réellement conclusif dans l'exposition, on est plutôt là comme pour ouvrir des pistes, pour mettre ça sur la table, pour en discuter par exemple dans un événement comme ce soir. Mais s'il fallait tirer une conclusion, peut-être à la fin de tout ce programme d'automne, de l'exposition, etc., on a le sentiment avec l'équipe de recherche qu'il y a que notre travail arrive à démontrer qu'il y a des marges de manœuvre, il y a une capacité de résilience et de transformation dans ces tissus qui est plus forte que ce qu'on pourrait penser et qui se trouve à différents registres. Voilà. Je pense qu'avec ça, c'est déjà bien assez pour ce soir. Merci beaucoup, Guillaume. Super mise en appétit, n'est-ce pas ? Pouvoir raconter nos lieux avant tout, avant de rentrer dans le dur. C'est d'abord éveiller nos imaginaires qui nous permet vraiment de rentrer dans la matière et se donner un peu d'espace, un peu d'espace et d'esprit. Et de l'esprit, notre prochain invité en a beaucoup. J'invite Monsieur Carrère, Denis. Alors, Denis est cofondateur de la start-up d'urbanisme. Peut-être que vous nous expliquerez un peu ce qu'on entend par start-up, parce que c'est un terme, start-up d'urbanisme, c'est un terme qu'on n'utilise pas ici. Donc, start-up d'urbanisme français s'appelle Ville Vivante. Alors, si vous allez sur leur site, je vous invite à le faire, ils se définissent comme une équipe qui a décidé de réinventer, de refonder les métiers d'architecte et d'urbanisme. Tiens donc, on croise les deux. Et comment ? En se mettant au service des habitants et de la collectivité. Bien. Et puis, un mot choc quand même, ils ont une volonté, c'est faire de notre métier un sport collectif. Carrément, j'adore. Ville Vivante, c'est 35 personnes, j'imagine peut-être plus, mais voilà, vous allez nous dire, en tous les cas, c'est ce que j'ai pu découvrir. Alors, Denis, tu es urbaniste, expert des politiques de l'habitat et du logement. Ses collègues disent de lui qu'il est magicien de la concertation et de l'intelligence collective. Nous, on va l'engager, c'est sûr. En tous les cas, on l'a engagé pour ce soir. Donc, par contre, vous êtes engagé depuis 25 ans dans les interventions publiques en direction du patrimoine privé en France, mais aussi à l'étranger, et puis avec des expériences dans les SEM, les agences d'urbanisme, ou encore dans les structures qui travaillent sur la solidarité pour l'habitat. Et donc, ils ont fait le pari de venir apporter il a fait le pari de venir apporter toutes ses forces à une équipe dès la fondation de Ville Vivante en 2016. Enfin non, vous êtes venu en 2016 et puis pour renforcer l'équipe Ville Vivante qui était déjà là. Voilà, sans plus attendre,
le récit français d'une expérience depuis plus de 10 ans déjà sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur ce soir. Alors, il y a toujours un petit blanc, évidemment, dans ces cas-là, parce que je ne sais plus lequel c'était. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà. Hop, ça est bon. On va mettre en plein écran. Et voilà. Super, merci beaucoup Bénédicte pour l'introduction et merci à tous pour l'invitation. Alors je voulais témoigner de choses qu'on a pu faire donc avec l'équipe de Ville Vivante. Et donc depuis des années, on essaye de produire du logement autrement, en densification douce, accompagnée. Donc c'est un petit peu de ça que je vais vous parler. Et on a mis accompagné en plus gros parce que je vais surtout vous parler de l'accompagnement. Notre point de départ, c'est essayer de loger nos concitoyens. C'est notre point de départ depuis même avant la création de Ville Vivante par les 5 associés qui se sont réunis. Mais c'est un point de départ qui est toujours là. Ça, c'était dans le Pays Basque, le sud-ouest de la France, il y a quelques mois. Une manifestation qui a réuni énormément de monde parce que les gens commencent à ressentir très durement la difficulté à se loger au pays. Il y a de plus en plus de mouvements de ce type-là en France, mais également, là c'était il y a quelques semaines au Portugal, des maisons pour vivre. Et aujourd'hui, il y a aussi des mouvements en Allemagne. Il y a aussi des difficultés très fortes en Irlande, dans un certain nombre de pays d'Europe, et j'ai cru comprendre que c'est un sujet aussi en Wallonie. Cette petite introduction pour vous dire que même si on place nos interventions sous le signe de la sobriété, pour nous, la sobriété, c'est pas... il y en a qui ont eu ce qu'ils voulaient, et puis donc maintenant ils disent aux autres qu'il faut être sobre. Mais la sobriété, c'est comment est-ce qu'on est intelligent en n'abandonnant jamais notre fonction de répondre aux besoins de nos concitoyens. Donc c'est la sobriété qui essaye de répondre aux problèmes. Alors quand on dit sobriété, c'est quelque chose aussi qui fait partie de notre équation. Donc là sur cette carte, vous voyez en vert tous les espaces où il n'y a personne, c'est-à-dire tous les carrés de 1 km de large où il n'y a pas d'implantation humaine. Donc vous voyez que, quelles que soient les particularités ou les pays, il y en a encore. Et donc on pense que c'est une très bonne stimulation, ce zéro artificialisation nette. Et alors, si on doit produire cette offre dont nos concitoyens ont besoin, et qu'on veut la produire sans consommer d'espaces naturels et agricoles, donc on va la consommer dans des espaces qui sont déjà bâtis et déjà aménagés. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Et sur cette image, vous voyez une modélisation qu'on a fait. Donc tous les points noirs, c'est des points où il n'y a pas de logement. Enfin, tout ce qui est noir, c'est là où il n'y a pas de logement. Tout ce qui est coloré, c'est là où il y a des logements. Et on a fait des modélisations à l'échelle de grands territoires. Là, ici, c'est la région Grand Est. Donc on aperçoit Metz, Verdun là, sur la carte. On a essayé de regarder, parce que les espaces qui sont déjà bâtis, ils sont tous différents. Ils n'ont pas tous la même valeur, ils n'ont pas tous le même potentiel. Et donc on a commencé notre travail, et on continue à commencer notre travail partout où on commence quelque chose, à regarder quelles sont les caractéristiques de ces espaces bâtis. Et comme on vient de le voir avec une forte dimension de poétique à l'instant, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a fort à gagner à prêter attention à tous ces espaces et à les modéliser. Et donc, on l'a fait vraiment à l'échelle de la région, à l'échelle de la ville, à l'échelle de la parcelle. Et les modéliser, c'est pas seulement regarder quelle est la morphologie, mais aussi regarder qui y vit, quelles sont les dynamiques, quelles sont les transactions, quels sont les marchés, quelles sont les filières de production des logements qui sont à l'œuvre. Et ça nous paraît pas possible de pouvoir imaginer, modéliser ou imaginer des évolutions si on n'a pas une connaissance très fine de ces espaces. Et donc, petites images vous illustrent la façon dont
pour chaque type d'espace, on essaie de caractériser différents cadres de vie et que pour chaque cadre de vie, il y a des marchés immobiliers qui sont spécifiques, des taux de seniors qui sont spécifiques, des rythmes des transactions qui sont spécifiques, des statuts d'occupation qui sont spécifiques, des proportions de résidences secondaires, de copropriété et autres qui sont spécifiques. Donc on a regardé aussi au niveau morphologique. On a essayé d'imaginer, de se placer dans des projets, de voir comment, de façon souhaitable, moins souhaitable, pouvaient évoluer des parcelles qui étaient déjà bâties en déclinant ces capacités d'évolution en fonction des cadres de vie qu'on observe. Et ça nous a incité à beaucoup d'humilité parce que plus on a regardé, plus on a trouvé des différences, plus on a trouvé qu'on ne pouvait pas faire des standards et que autant le besoin d'offres en logement, il est massif. Alors nous, à l'échelle de la France, par exemple, on fait partie de ceux qui pensent qu'il en faudrait 200 000 de plus chaque année. Mais autant la capacité à les produire dans des tissus déjà bâtis, elle est difficile. On en a des exemples, mais elle n'est jamais standardisée si on veut qu'elle soit possible. Et fort de ces constats, on a commencé avec des collectivités qui étaient intéressées par travailler sur ces sujets-là à lancer des expérimentations où le but de notre travail était de produire des logements, mais non pas de produire des logements avec la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire on va regarder un territoire et puis après on va regarder des fonciers qui ont un enjeu, puis sur ces fonciers on va s'en rendre maître, et puis sur ces fonciers dont on se rend maître, on va faire ce qu'on veut et donc on va essayer que ce qu'on veut, ce soit intelligent. Non, nous on a considéré que les fonciers déjà bâtis, en fait, ils appartiennent majoritairement à vous, à moi, à eux, à des milliers et des milliers de propriétaires. Et donc aujourd'hui, on n'a ni le pouvoir de l'exproprier, ni l'argent de leur acheter. Et donc, comment est-ce qu'on peut, sans acheter du foncier, sans obliger les gens à faire quoi que ce soit, stimuler une production de logements? Donc on a travaillé à ce jour avec une dizaine de territoires en France qui vont du cœur de ville jusqu'à des territoires de 100, 150, 160 communes. Et à ce jour, on a impulsé, conçu avec les habitants plus de 8000 projets. Bon, mes chiffres datent un tout petit peu et sont sortis de terre depuis ces 10 années d'expérimentation, 1200 logements, dont la plupart ces 5 dernières années. Et le petit tableau, la petite courbe, elle nous montre le nombre d'habitants qui rentrent en interaction avec nous chaque semaine, c'est-à-dire qui arrivent dans les tuyaux de nos dispositifs. Et donc, on a une croissance importante cette dernière année. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces habitants? On essaie d'arriver à ça en partant de ça. Et donc, c'est très difficile, mais ce qui nous rassure, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et donc, ces beaux villages où on part en vacances, ou qu'on se plaît à admirer, dont on aime parcourir les ruelles, on sait qu'ils sont le fruit d'une évolution lente, organique, et qui a été une évolution qui a été faite de milliers et de milliers de petits projets qui se sont assemblés ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de reproduire et de stimuler. Donc la première façon, je vais vous montrer ce soir 4 façons, 4 directions dans lesquelles on a expérimenté. La première direction, c'est ce qu'on a appelé le BIMBY. Donc certains pensent que c'est une origine anglo-saxonne, mais en fait non. Je pense que vous connaissez le terme NIMBY, donc le terme NIMBY, donc not in my backyard. Donc je veux bien l'éolienne, mais pas chez moi. Je veux bien l'aire de stationnement des gens du voyage, mais pas chez moi. Je veux bien l'incinérateur, mais pas chez moi. Je veux bien le logement social, mais pas chez moi. Et donc, il y a quelques années, on a inventé le terme BIMBY, donc en Europe, en France, Build in my backyard, donc construire dans mon jardin. Et BIMBY, en fait, c'est ce que nous explique ce monsieur là, qui était il y a quelques jours dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'appelle Monsieur Cronier, qui habite à côté de Vitré, en Bretagne. Pour lui, BIMBY, c'est l'art de choisir ses voisins. Donc ce monsieur-là, on le voit dans son jardin. Il avait un grand jardin, des difficultés à s'en occuper, il prend de l'âge, il a mal au dos, et sa femme est touchée par une grave maladie. Et petit à petit, son univers s'est rétréci, et il avait besoin vraiment de dégager du temps, de la disponibilité pour s'occuper de sa femme. Et donc, on l'a rencontré à l'occasion d'une expérimentation qui avait été menée à l'échelle d'une intercommunalité. Et
chemin faisant, en discutant de sa difficulté de vie, on a imaginé la solution de pouvoir détacher une partie du jardin qu'il avait tant de mal à entretenir. Cette partie, il l'a vendue à un jeune couple qui cherchait à habiter plus près pour réduire ses trajets. Et ce jeune couple a construit une maison à côté de la sienne. Ils ont négocié ensemble. Ils ont négocié aussi avec les voisins. Et aujourd'hui, il est tellement heureux qu'il est apparu dans beaucoup d'organes de presse pour faire part de son projet. Donc la première direction qu'on a explorée, c'est Bimby, l'art de choisir ses voisins, c'est-à-dire finalement construire du neuf dans des jardins qui sont devenus trop grands. Et la logique dans laquelle on a pratiqué ce travail-là, c'était vraiment une logique de se mettre à disposition, de créer un service aux habitants. Et dans le cadre de ce service, on s'aperçoit bien sûr que la majorité des personnes sont parfaitement heureux, satisfaits de leurs biens immobiliers, mais que si on est en capacité d'accompagner ceux qui, pour une raison de santé comme ici, pour une raison de besoin d'argent comme dans d'autres cas, pour une raison d'entretien du jardin ou encore pour des raisons de sociabilité ou encore 1000 autres raisons, la minorité de personnes qui auraient des velléités, des intentions de projet, si on arrive à les accompagner pour les faire éclore, on arrive à une production significative. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu inhabituel, c'est-à-dire on crée une offre pour tous, mais avec la minorité de personnes qui sont en désir de créer des projets. Je vous montre un petit peu les chemins tortueux que ça peut prendre. Vous voyez, cette dame, on l'a rencontrée à Périgueux, donc c'est une ville trentaine de milliers d'habitants. C'est simple, à Périgueux, il n'y a plus de foncier. Donc soit c'est espace naturel, soit c'est bâti, et donc le maire il voit la population décroître. Donc c'est vrai que c'est un séducteur, mais de là à féconder l'ensemble de la population, il y a un pas. Et donc pour pouvoir avoir l'assise sur les services que continue à rendre la collectivité pendant que toutes les communes à côté proposent des lotissements et proposent une croissance urbaine, il a fallu qu'il soit un petit peu malin. Donc on a travaillé avec lui et puis on a mis en place un service Bimby auprès des habitants. Donc on s'est mis à la disposition des gens, on a créé des événements, les rencontres, je vous en parlais un petit peu plus loin. Et donc on a rencontré cette dame-là, Madame Andrieux, qui avait cette maison-là, petite banale, dans un lotissement banal. Donc, cette maison, elle est comme elle est, c'est sa maison. Et cette dame, elle vient nous voir parce qu'on avait mis en place un service très ouvert. Et évidemment, le service, il disait pas que tous ceux qui veulent construire un logement dans leur jardin viennent nous rencontrer. Mais il disait, est-ce que vous voulez passer une heure avec des architectes et des urbanistes? C'est gratuit. C'est mis en place par la collectivité. Cette dame est venue nous voir, elle a dit, voilà, moi j'ai un grave problème. C'est que j'ai eu la chance, après avoir passé des années à bosser, j'ai eu la chance de passer une semaine au Maroc, et quand je suis rentré, c'était le mois de novembre, et j'ai trouvé que la fenêtre qu'on aperçoit là, qui est la fenêtre de mon salon, elle était bien petite et que j'avais pas d'éclairage chez moi. Donc là, on s'est dit, dites donc, on n'est pas encore prêt de révolutionner le quartier avec cette histoire de redimensionnement de fenêtres. Puis on a discuté. Pourquoi elle voulait plus de lumière? Qu'est-ce qu'il y avait derrière la fenêtre? Est-ce qu'on pourrait pas, finalement, si on l'agrandit carrément, mais si on l'agrandit, ça pourrait être sympa de la faire donner sur un balcon ou sur une terrasse. Et qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs devant la fenêtre? Il y a cette petite bande de terrain un petit peu dégoûtante et qui sert en fait au voisin à mettre sa poubelle. Alors du coup, elle redescend la poubelle du voisin. Puis de toute façon, on n'est pas sûr de comment c'est borné. Mais enfin, c'est bien pratique parce qu'elle peut faire son demi-tour parce que la rue est étroite. Puis elle a des problèmes pour manœuvrer parce qu'elle a changé de voiture, etc. Et puis finalement, en discutant avec cette personne et en se mettant complètement à son service, on a imaginé d'agrandir sa baie vitrée, de faire une terrasse. Sous la terrasse, comme on a discuté, elle travaillait à l'hôpital, elle s'apercevait qu'il y avait des gens à l'hôpital qui n'arrivaient pas à se loger, notamment des élèves infirmières. Et donc, elle s'est dit, peut-être que je pourrais faire un petit investissement locatif sur mon foncier. Et puis peut-être qu'il y a la place pour en faire deux. Et puis finalement, on a imaginé une terrasse, deux logements locatifs, une deuxième terrasse, quand même l'endroit pour faire le demi-tour de la voiture. Et puis là... des âmes bien intentionnées nous ont dit là c'est super, c'est un projet. Comme ça nous a été dit tout à l'heure, tant qu'on en est au dessin, tant qu'il n'y a pas le premier chèque ou la première brique, ce n'est qu'un projet. Et qui va vous construire ça? Parce que ça n'existe pas, les gens qui font des choses aussi sur mesure. Et puis d'ailleurs, les gens qui font de la maison individuelle, c'est des constructeurs, ils sont nuls, ils savent rien faire, etc. Et puis d'ailleurs, il y en a un spécialement à Périgueux. Alors lui, vraiment, il est nul. Il sait que faire des 4 faces au milieu de la parcelle. C'est vraiment un gros débile. Et celui-là, il était un petit peu piqué au vif. Et il se trouve que c'est lui, tout à fait par hasard, qui a fait
ça, qui ressemble quand même assez furieusement à ce que la personne avait dessiné avec nous, et qui a permis donc de faire +2 et +1, puisque la personne, elle était sur le point de se demander si elle allait pas déménager en périphérie, et elle fait un +2 et elle reste. Et puis, on a fait +1, +1, +1. Un autre exemple ici, vous voyez la maison en forme de T inversée. C'était une maison vacante depuis des années, en indivision. Il y avait 2 des indivisaires qui étaient à Périgueux, où les prix du foncier sont pas énormes. Le 3e indivisaire qui était à Paris, qui voulait un prix de la maison qui n'était pas raisonnable. Et donc, la maison ne pouvait pas se vendre à un prix qui permette à l'acquéreur de la réhabiliter. Et puis, ces gens-là sont venus nous voir, ont partagé leurs préoccupations, et on a imaginé de vendre cette parcelle en 3 lots, ce qui a permis à quelqu'un d'acheter 2 lots pour faire ces petits collectifs que vous voyez en forme de L. Et puis, ce qui a permis à un troisième acteur d'acheter la maison pour un prix qui lui permettait, c'était un couple qui leur permettait de réhabiliter. Et là, ça fait +1, +2, +3, +4 à la place d'une maison vacante. Et puis, il y a eu des opérations plus classiques où vous voyez les petites maisons avec une étiquette rose qui sont des maisons qui sont nées dans les jardins, dans ce tissu pavillonnaire de Périgueux. C'est toujours une histoire de choisir des voisins. Personne n'a fait une opération en disant « Tiens, mon maire, ma mère a un objectif de 0 artificialisation nette, donc comme je souhaite contribuer à cette vertu collective, je vais accueillir des gens dans mon jardin. » C'est des histoires de personnes. La personne que vous voyez là, monsieur Delabrosse, alors c'était le premier entretien personnellement que j'ai fait Bimby. Eh bien, il avait un petit promoteur qui lui proposait de faire 4 logements dans son jardin, ce monsieur et sa femme qu'on aperçoit à gauche de l'image. C'est des retraités de l'industrie, c'est du côté de Mont-Solémine. Le promoteur, il lui proposait 20 000 € de plus que le petit couple qui est à droite. Mais il a dit, je préfère le petit couple, parce que quand même, je sais qui je vais avoir, on va discuter ensemble, etc. Je préfère voir leur tête que d'avoir quelqu'un qui va me mettre 4 personnes, et puis tant pis, ils se sont assis sur 20 000 €. Et donc, comment ça se passe en fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'entrée du tuyau? Il y a des événements. Donc là, c'était dimanche dernier. C'est ma collègue Axel et puis derrière ma collègue Émilie. Bien, tout simplement, on propose aux gens de venir réfléchir 1 heure avec nos équipes. Et les gens, ils arrivent, vous voyez, on a des petites plantes, des petits gâteaux, on leur offre un café. Ils ont 1h30 et on parle de tout ce qu'ils veulent. Et ensuite, en fait, si on a confiance, si on s'abandonne un petit peu à ce dialogue avec les personnes, eh bien, dans cette masse de gens, il y a une partie qui vont faire un projet, et dans cette masse de projets, il y en a une partie qui vont aller au bout et qui vont concourir aux objectifs de la collectivité, aux objectifs qu'on partage avec la collectivité. Donc le but, c'est pas de dire si vous allez faire un logement supplémentaire, tout bien dans votre jardin, alors vous pouvez venir travailler avec nous. L'idée, c'est de dire toute personne peut venir travailler avec nous parce que la collectivité aime tous ses enfants. Et en revanche, on sait que si on travaille bien ensemble, il va en ressortir des logements et par ailleurs, on a une règle d'urbanisme et elle sera respectée. Et il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de paperasse, il n'y a pas de papier, il y a juste ces selfies qu'on fait à la fin de l'entretien, comme un témoignage qu'ils ont travaillé avec nous et qui nous donnent cette restitution par leur sourire, et aussi comme un témoignage pour les collectivités qui financent ces opérations, qu'on a reçu leurs administrés et qui sont heureux du service. C'est assez rare que les gens fassent la gueule sur les selfies. Donc ça a été pris dimanche. Tout ça a été pris dimanche dernier. Voilà. On travaille également ensuite, au fur et à mesure que les projets se développent, on travaille à domicile. Donc là, c'est plusieurs voisins qui se sont mis ensemble pour mettre ensemble leur parcelle. Et donc, c'est comme ça qu'on a travaillé sur le Bimby et aujourd'hui qu'on a produit ces logements dont je vous parlais. À Périgueux, par exemple, 250 logements en 5 ans. Et puis, on a continué, donc, chemin faisant, dans une deuxième direction. Donc, vous voyez cette image. Donc, vous voyez cette image aussi. Vous voyez cette image. Et quand on regarde ces images, en fait, donc c'est de l'habitat existant, plutôt ancien, bien malin, qui saurait dater. Enfin, là, il y a peut-être des spécialistes, peut-être qu'on pourrait demander. Mais la réalité, c'est que personne n'a dessiné ces logements, ces immeubles. En fait, je vous ai montré tout à l'heure des dessins, des images, mais ça, personne ne l'a dessiné. Pourquoi ? Parce que ces types de paysages urbains qui sont magnifiques, enfin en tout cas que nous on trouve magnifiques, ils sont nés en fait d'interventions multiples à des époques multiples, de gens qui ont été capables de réinventer, de réhabiliter, de transformer, de réagencer. Et on s'est aperçu en fait, quand on faisait nos opérations Bimby, où on recevait toutes ces personnes et ces entretiens que je vous ai montrés, on s'est aperçu que les techniques qu'on utilisait,
elles étaient, ça c'est encore des entretiens, bon, c'était une période qui était un petit peu plus antérieure avec la crise sanitaire, et on s'est aperçu que ces entretiens, ces modalités, le fait qu'on utilise la modélisation architecturale pour travailler avec les ménages, ça pouvait fonctionner aussi pour aller travailler sur des projets de recomposition ou de reconfiguration des logements, et que, contrairement à des dispositifs qui me sont très familiers, parce que j'ai fait une partie de ma vie professionnelle là-dessus, qui sont basés sur l'octroi de subventions en fonction de critères, c'est-à-dire si vous avez tel revenu, alors vous avez droit à ça, si vous faites tel type de travaux avec tel type de prestataire, de telle façon, avec tel résultat, alors vous avez droit à telle aide. Le fait qu'on puisse se mettre dans une logique différente, c'est-à-dire où est-ce que ça vous gratte, où est-ce que ça vous chatouille, qu'est-ce que vous avez envie de faire, et qu'on construise, que la personne, si elle demande de dessiner une absurdité, qu'on la dessine, pour qu'elle puisse elle-même voir peut-être et nous demander autre chose. Ces techniques-là, elles nous ont permis de travailler aussi sur des recompositions, des reconfigurations de logements, et notamment de travailler sur une des clés de la mobilisation des logements qui restent vacants très longtemps. Souvent dans les cœurs de ville où on a pu travailler, quand un logement reste vacant très longtemps, ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'épaisseur d'isolant requise ou parce que l'électricité n'est pas aux normes, parce que ça ne fait peur à personne, les gens savent le réhabiliter. C'est parce qu'il manque la lumière, c'est parce qu'il manque les espaces extérieurs privatifs, c'est parce qu'il manque le plaisir de vivre dans des espaces qui ont été conçus à une autre époque pour une autre société. Et donc le fait de travailler comme ça sans critères, sans absolu, nous permet de réfléchir à des transformations assez profondes des immeubles, parfois assez radicales. Et ensuite, lorsque la dynamique de projet est créée, ça donne suffisamment d'énergie pour aller se confronter à la règle d'urbanisme, aux autorités de la protection du patrimoine. Et ça nous a permis de faire également des dizaines de transformations d'immeubles sans passer par les systèmes de subvention, plutôt en passant par des systèmes de travailler avec les personnes sur comment est-ce qu'on va vraiment mettre le doigt sur les sujets qui les préoccupent. Donc là, ici, des petites créations d'espaces extérieurs privatifs. Et le fait de travailler comme ça permet pour une collectivité, finalement, ça c'est une opération qu'on a fait qui a duré 4 ans, et ça permet d'avoir des projets dans toutes les rues. Ça c'est du côté, donc là c'est du côté de la Saône-et-Loire, pour ceux qui connaissent. Ça c'est du côté du Finistère, pour ceux qui connaissent aussi, où ont été prises les photos que je vous montrais à l'instant. Et le fait d'avoir une démarche très ouverte, ça permet d'enclencher des projets dans toutes les rues, et dans ces projets, d'en extraire certains qui vont pouvoir aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est une opération qui a été lancée il y a 1 an du côté de Morlaix. Et c'est tous les porteurs de projets, ce qui permet finalement de s'attaquer à des sujets qui ont trait aussi à la beauté, qui est un moteur puissant pour les habitants. Donc là, c'est une petite copropriété en très mauvais état, qui est à côté du Creusot, donc ville industrielle en Saône-et-Loire. Et puis, on s'est un petit peu chauffé avec le propriétaire, et il s'est engagé dans ce projet. Voilà. Il s'est engagé dans un projet où il crée des terrasses et où il fait une surélévation. Voilà. Ça, c'est pareil, une petite copropriété. Et puis, voilà, on pensait isolation et puis finalement, on fait rentrer la lumière. Des surélévations, des transformations de cœur d'îlot avec la dimension financière, etc. Donc, ces techniques qui nous avaient amené à faire des logements neufs dans les jardins, avec ces mêmes techniques d'écoute aux habitants et de travail avec un travail individuel avec une masse d'habitants, nous ont amené à faire des dizaines et des dizaines de logements complètement transformés. Et puis, toujours pareil, en fait, au lieu d'avoir l'architecte qui dit, voilà, par exemple, quelqu'un dit, moi j'ai ce hangar qui est en pleine ville, qu'est-ce que je fais ? Donc là, en France, ça marche beaucoup avec les subventions. Vous avez droit à aucune subvention pour aller faire quelque chose dans un hangar comme ça. On est dans une zone de protection patrimoniale. Comment on fait ? Toujours la même méthode. On multiplie les options. Et au lieu d'avoir un sachant qui va dire à la personne comment faire, on dit voilà toutes les options qu'on pourrait imaginer, et puis laquelle vous voudriez qu'on creuse. Voilà, on creuse, et puis finalement on a fait ça là qui est en train d'être construit. J'espère, je reviendrai vous voir avec les photos quand ça sera bâti. On travaille aussi dans le milieu rural, de la même façon. Donc ça c'était la deuxième piste. Cette deuxième piste on l'a appelée Bunti, parce que donc B-U-N-T-I, parce que en langue hindi ça veut dire tisser, Bunti, et puis aussi en vieux français ça veut dire la bonté. Et on pense qu'il faut beaucoup de bonté et de générosité pour aller s'attaquer à des maisons anciennes et les transformer au goût d'aujourd'hui. Plus rapidement, 2 autres pistes qu'on a explorées.
Donc ici, c'est un quartier de Bordeaux, donc la ville où j'ai pris le train ce matin pour venir ce soir avec vous. Et toutes ces maisons qu'on voit, en fait, c'est un lotissement. Donc ce quartier, personne ne l'a dessiné. Il a simplement été loti. Et chaque propriétaire a finalement été autopromoteur, c'est-à-dire qu'il a choisi un constructeur, un architecte qui a bâti sa maison. Donc c'est quelque chose que vous connaissez bien à Bruxelles. Si vous prenez par exemple la chaussée d'Alsembert ou je ne sais quelle rue de Bruxelles, il y a énormément de rues qui sont des lotissements lots libres de constructeurs, c'est-à-dire où chaque personne a acheté un lot et a fait suivant des règles. Mais toutes les maisons sont différentes. Et donc on a commencé à travailler sur ces sujets-là et on a travaillé notamment sur des villes, et là c'est à Clermont-Ferrand, qui avaient des secteurs où ils n'arrivaient pas, du fait de la crise immobilière, à mobiliser un promoteur ou un promoteur de logement social dans des zones d'aménagement. Et donc ils avaient des grands lots qui n'arrivaient pas à bâtir parce qu'il n'y avait plus personne qui venait construire un immeuble pour loger 100 personnes. Et donc nous on s'est dit, avec nos méthodes d'accompagnement individuel de plein de gens, peut-être qu'on est capable, au lieu de faire venir une fois 100 personnes avec un promoteur, opération qui est difficilement résiliente parce que si ça foire, on perd l'opération. Nous on a proposé de faire des lots et en fait de faire 100 fois une opération, de faire 100 fois un logement au lieu de faire une fois 100 logements. Et on a proposé de le faire avec les mêmes méthodes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on veut faire des lots qui sont denses, on va dire aux gens, tiens, venez dans un quartier qui n'est pas forcément apprécié, et on vous propose des lots de 90 mètres carrés, 105 mètres carrés. Pour ce secteur-là de Clermont-Ferrand, c'est impensable. Donc on s'est dit, on ne va pas arriver finalement à faire la vertu et la sobriété de force. Mais pourtant, on est persuadé que les gens, ils peuvent construire des trucs sympas sur des tout petits lots. C'est ce qui s'est passé à Périgueux, où notre première maison familiale qui a été construite, c'était sur un lot de 96 mètres carrés. Et donc on a dit, en fait, on fait des entretiens, on reçoit les gens, on dit dessinez votre maison de rêve avec nous, et après on va tracer la parcelle autour. Et là, quand on fait ça, on s'aperçoit que les gens, ils ont besoin de très peu de place. Puis on leur dit, écoutez, vous avez besoin de 103 mètres carrés, vous en voulez plus, vous voulez payer plus ou vous voulez juste ce qu'il vous faut pour la maison de vos rêves? Et là, à ce moment-là, on arrive, les gens, finalement, ils viennent chercher la sobriété, tout simplement parce qu'ils prennent l'espace dont ils ont besoin. Et ensuite, on trace le lotissement. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit les gens, on a travaillé sur une sorte de pixelisation du foncier, et finalement, on va leur vendre, comme un fromager, on va leur vendre exactement le morceau de terrain qu'il faut par rapport au projet qui est le leur. Et après, on fait un travail d'urbaniste pour que, évidemment, les projets qui sont les uns à côté des autres soient compatibles entre eux. Et donc, ça nous a permis, ça c'est une des premières maisons qui va être construite, c'est des primo-accédants, donc ils font leur petit local d'activité, parce qu'il y en a un qui est coach sportif, et ils arrivent à faire des maisons pour des coûts défiant toute concurrence, parce que du coup, ils font une partie d'autoconstruction, ils prennent un constructeur, ils ont un tout petit terrain, donc le foncier leur coûte pas cher, et c'est très vertueux, parce que pour la collectivité qui détient les terrains, c'est beaucoup plus intéressant, parce que quand vous vendez finalement à un promoteur, il ne va pas pouvoir absorber une très grosse charge foncière, alors que quand vous vendez plein de lots à des individuels, ils vont pouvoir absorber une charge foncière plus importante. Et on arrive à la fois à leur faire des terrains pas chers et à payer des très grosses prestations sur les espaces publics. Et donc dans un lotissement classique, on découvre les visages des habitants quand le lotissement il est entièrement occupé. Et bien là, c'est les visages des habitants qui construisent le lotissement. Voilà. Donc ça, c'est nos habitants, le lotissement qui est en train de se bâtir à Clermont-Ferrand. Et la quatrième piste, on en reparlera peut-être une autre fois. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Très si bien. vous le permettez, je vais faire ce qu'on fait avec les habitants, c'est-à-dire que je vais faire un selfie avec vous tous. Ah, il faut sourire en plus. Bénédicte, on ne vous voit pas. Super, merci. Bon, je vous avais dit, c'est du sport chez eux, on ne s'embête pas, chez Ville Vivante. Je vous avais dit aussi que leur démarche, c'était bien de travailler avec les habitants, de finalement renouveler ce contact et, avec la collectivité et les habitants et faire en sorte que finalement les enjeux collectifs du ZAN, de la réduction des étalements urbains,
finalement, c'est notre manière de se l'approprier en travaillant vraiment à différentes échelles. Et c'est ce qu'on appelle aussi en urbanisme le grain fin. Donc c'est travailler à la fois à l'échelle du territoire, à la fois à l'échelle de la rue, mais aussi à l'échelle de la taille de la fenêtre. Et c'est important de faire ce saut d'échelle. Et ce que l'exposé qui vient de nous être montré explore vraiment aussi d'une manière très belle, je trouve, c'est la diversité finalement des opérations, la diversité des tissus qui sont invités à se mettre en branle. Et donc, transition est faite avec Cédric, qui est notre fonctionnaire délégué donc de notre province du Brabant wallon. Donc Cédric, il est architecte de formation depuis déjà quelques années. Il est donc depuis 2006, il travaille à la région wallonne, territoire logement, patrimoine, énergie. Il est dans le Brabant wallon depuis pas mal de temps. Il a fait avant ça un petit passage chez Belle Iris, mais son ancrage dans le BOE l'a invité à vraiment à la fois y habiter et à la fois y travailler. Et donc, il est directeur faisant fonction à Wavre, comme fonctionnaire délégué. Et voilà, il va venir finalement après ce large panorama et notamment ce voyage en France, il va venir nous montrer un peu notre Brabant wallon et comment notre Brabant wallon peut réagir, peut aussi se mettre en branle par rapport à cette dynamique. Si évidemment il veut bien se... Voilà. Voilà, bonsoir à tous. Donc moi je vais effectivement rétrécir un peu le champ de vision en parlant plutôt du Brabant wallon, qui est quand même dans lequel on rencontre quand même une certaine diversité, et donc pour parler de ces enjeux de la densification douce et aussi du projet de SDT et de la manière dont il va influer par rapport à cette thématique de la réhabilitation. Donc une petite carte d'identité d'abord du Brabant wallon. Donc 75% de zones urbanisables, donc 62% de zones agricoles, 18% de zones d'habitat seulement, qui se concentrent principalement dans la banlieue radieuse, comme l'a dit Monsieur Van Est, donc dans la couronne bruxelloise qui s'est développée dès les années 50 grâce au réseau routier et ferroviaire. Et alors le solde qui est beaucoup plus agricole, avec plutôt des tissus villageois, et aussi bien entendu un ancrage industriel qu'on retrouve dans le centre et dans l'ouest. Une petite carte qui est assez en lien avec la première, qui parle du taux d'urbanisation, dans lequel on constate qu'effectivement, donc ce sont cette couronne bruxelloise qui est la plus densément, qui a le taux d'urbanisation le plus important. Et on remarque aussi, en fait, dans les petits ronds que vous voyez, que cette première couronne bruxelloise a été bâtie principalement, on voit près de la moitié, ou plus de la moitié pour certaines communes comme Waterloo, Rixensart, Braine-l'Alleud, entre 1945 et 1980. Donc Monsieur Van Est a aussi mis ça en avant dans sa présentation, donc la période plutôt des lotissements 4 façades, très généreux en espace, avec une utilisation peu rationnelle de l'espace. Et donc, effectivement, se pose aujourd'hui la question alors que ces zones sont vraiment devenues stratégiques en termes de mobilité, en termes d'accès, en termes de centralité, de comment réhabiter tous ces tissus. Mais je ne vais pas revenir sur ce point, M. Van Est l'a suffisamment développé. Donc, en parallèle, on constate ici, de nouveau, une troisième carte, le taux de croissance attendu, qui se concentre, en fait, qui est plus marqué dans les communes rurales, pour différentes raisons. D'abord parce que dans les communes, effectivement, de la première couronne, les tissus sont déjà très fortement bâtis. Il n'y a plus beaucoup d'opportunités foncières. Et les transformations se font surtout par transformation du bâti existant, alors que dans les communes rurales, il y a beaucoup plus de potentiel foncier. Et puis il y a aussi la question du prix, effectivement, du coût du foncier. Donc il faut savoir que le nombre de logements attendus, quand on voit le projet de SCT, soulève, donc c'est 10 000 logements par an en Brabant wallon, en Wallonie, 10 000 logements par an jusqu'en 2030, 5 000 logements par an de 2030 à 2040 et 3 000 logements par an de 2040 à 2050. Donc il y a un vrai enjeu qu'on voit qui se confronte entre les potentiels fonciers, les questions des centralités, la question des besoins aussi en logement qu'on doit créer, et aussi les questions annexes telles que la mobilité et autres.
On constate aussi, donc ça c'est un article qui date de juin passé, que la consommation de terrain, elle diminue. Donc pour le Brabant wallon, il y a 10 ans, on était à 200 hectares par an. Donc on parle d'artificialisation. Donc la notion d'artificialisation au sens du SDT, c'est la consommation d'un terrain. Donc si je construis une maison sur un terrain de 20 arts, j'artificialise 20 arts. Si je construis 8 logements sur un terrain de 5 arts, j'artificialise 5 arts. Donc c'est pas la même chose que la minéralisation, où là effectivement on va compter la maison de 150 mètres carrés et on minéralise 150 mètres carrés sur un terrain de 20 arts ou 5 arts. Donc on parle vraiment de consommation de terrain, peu importe ce qu'on construit sur le terrain. Donc on constate que cette consommation elle est en baisse, mais elle reste importante, et que les communes où c'est le plus marqué, donc Mont-Saint-Guibert et Wallin, c'est les communes plus rurales ou semi-rurales, qui sont quand même à proximité de pôles, tandis que les communes où on densifie le moins, finalement, donc c'est celle de la première couronne bruxelloise, enfin où on artificialise le moins plutôt, c'est parce qu'effectivement, donc les communes de la première banlieue, de la première couronne bruxelloise, où il y a effectivement, comme je l'ai expliqué, plus beaucoup de terrains déjà disponibles, et donc où les enjeux sont finalement principalement de la transformation du bâti existant, plutôt que dans les communes rurales où les enjeux sont vraiment comment est-ce qu'on construit sur les terrains encore non bâtis, ou comment on ne construit pas aussi sur les terrains non bâtis. Voilà. Donc la question du schéma de développement territorial, donc vous en avez certainement entendu parler, et donc je ne vais pas y revenir parce que ce n'est pas le thème de la soirée, mais en tout cas, je voulais quand même cerner le point de la question de la centralité, qui est vraiment le principal levier d'action qu'on a par rapport à justement comment on va réhabiliter le territoire et comment on va développer le territoire jusque pour les prochaines décennies. Donc, la centralité, elle est définie comme un lieu caractérisé par une concentration de logements, fournissant une bonne accessibilité en transport en commun, des services et des équipements, mais aussi qui met l'accent sur la qualité de vie des habitants, non seulement par la qualité de vie des espaces publics, des espaces verts, mais aussi la qualité des logements. Alors il y a la question aussi de cohésion, de mixité et bien entendu la question du tissu économique qui n'est pas oubliée. On parle beaucoup de logement, mais la question ne porte bien entendu pas que sur le logement. Alors oui, on distingue différents types de centralité, parce qu'on reconnaît la Wallonie dans sa diversité. Donc il y a en jaune ce qu'on appelle les centralités rurales, en orange les centralités urbaines et alors en rouge les centralités de pôle. Donc, chaque type de centralité est défini par déjà une concentration dans le logement existante, un niveau de service et d'équipement ou autre. Et dans chaque centralité, dans certaines centralités, on peut retrouver un noyau encore plus central au cœur de cette centralité. Donc, pour reprendre la carte au niveau de la Wallonie et avec un focus sur le Brabant wallon, on retrouve donc en vert, orange et rouge ces trois types de centralité dont j'avais parlé. Mais on peut surtout constater que chaque commune dispose d'une centralité. Ça, c'est vraiment un objectif essentiel du schéma de développement territorial, c'est de reconnaître la Wallonie dans sa diversité, de ne pas polariser sur les pôles déjà les plus marqués, mais de vraiment permettre à chaque commune d'avoir sa centralité et donc les niveaux d'équipement, de services qui vont avec. Les deux objectifs principaux du schéma de développement territorial, toujours par rapport à cette question des centralités, c'est la lutte contre l'étalement urbain, en visant à l'horizon 2050 que 75% des nouveaux logements soient construits au sein des centralités, et la lutte contre l'artificialisation, en visant de nouveau pour 2050 la zéro artificialisation nette. Donc la question de net, c'est effectivement qu'on pourrait encore artificialiser des terrains non artificialisés, sous condition qu'on désartificialise un terrain de même superficie ailleurs, par exemple un terrain moins bien situé en termes de centralité. Tenant compte de tous ces enjeux, donc de centralité, de besoin de nouveaux logements, de zéro artificialisation, on en vient inéluctablement à un mot qui fait peur aux élus locaux, qui fait peur aux riverains, qui fait peur aux habitants, c'est le mot de densification. Voilà, on est en période un peu encore post-Halloween, donc c'est vraiment le mot qui effraie, que vous sortez à certains bourgmestres, à certains échevins ou certains riverains. Ça fait peur parce que ça évoque différentes choses. Ça évoque effectivement la question de la mobilité, il va y avoir plus de voitures, plus de bouchons, on pourra plus se garer, ce sera moins tranquille, il y aura plus de bruit. Ça évoque aussi qu'on va vivre dans des cages à poules les uns sur les autres. Ça peut évoquer aussi, pour les communes rurales, la fin mettre en péril la ruralité de ces communes-là. J'ai même entendu certains bourgmestres parler de néo-louvanisation de leurs communes. Donc, c'est absolument pas ça, évidemment, qu'entend le schéma de développement territorial. Et donc, il était bien question dans l'exposé de densification douce, entre guillemets. Et donc, chaque densification doit être adaptée à son contexte. On ne va pas densifier de la même manière dans le cœur de Waterloo, qui est une commune de centralité de pôle,
à Mont-Saint-Guibert, qui est une commune rurale ou semi-rurale, et où Aincourt, qui là est vraiment une commune rurale. Donc, que dit le schéma de développement territorial par rapport à ces centralités? Ça va, on entend toujours le micro? Donc, il distingue donc les espaces excentrés et les centralités. En espace excentré, sans surprise, on reste dans des densités faibles et surtout on parle de densité maximum qu'on pourrait atteindre. Donc c'est 10 logements à l'hectare ou 18 logements à l'hectare quand on est déjà dans des petits noyaux, même s'ils sont parfaits comme centralité. Et alors qu'en étant ruban, là on descendrait même à 5 logements maximum à l'hectare. Mais il n'est pas non plus question de ne plus urbaniser ces zones-là. On a beaucoup entendu qu'on ne pourrait plus mettre en valeur les terrains, qu'on ne pourrait plus les faire construire. Ce n'est pas non plus ça que dit le schéma de développement territorial. Alors dans les centralités, là par contre on parle de densité minimum, donc on ne pourrait pas descendre dans toutes ces densités-là, mais on reste dans des densités tout à fait compatibles avec le type de tissu dans lequel on s'intègre. Donc pour les centralités villageoises, il est par exemple question de 20 logements minimum à l'hectare. 20 logements à l'hectare, c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans les centres de villages déjà aujourd'hui. C'est tout à fait compatible avec de l'habitat unifamilial. Ça n'empêche pas effectivement une certaine mixité aussi de voir certaines constructions d'immeubles à appartements qui peuvent s'inscrire dans des gabarits, dans une typologie d'habitat unifamilial qui permettent aussi de répondre à un besoin social face au vieillissement de la population. On en a parlé tantôt, c'est qu'effectivement quand on vieillit, on ne sait plus forcément s'occuper d'un grand jardin, on n'a plus besoin d'une grande maison quand on se retrouve seul, mais on a envie de rester dans son village. Donc c'est vraiment cette question de mixité aussi qui est importante. Donc dans les centralités urbaines, on parle alors de 30 logements à l'hectare, qui est de nouveau tout à fait compatible aussi avec le fait d'avoir, en tout cas en partie, du logement unifamilial. Les centralités urbaines de pôle, là, on parle de 40, et pour les cœurs de pôle, là, effectivement, on pourrait parler, mais juste pour ces zones-là, de densité encore plus importante. Alors, la question de la centralité, toujours cette centralité qui fait peur, il faut aussi, on a parfois du mal à imaginer comment elle peut se traduire. Elle peut se traduire de manière très différente. Ici, un petit exemple, là, on est quand même dans un schéma de 60 logements à l'hectare qui est déjà important. Donc, on peut soit l'étaler horizontalement. Là, effectivement, il n'y a plus beaucoup de sol disponible. On peut l'étaler verticalement. Là, on rentre effectivement dans des ruptures de gabarit qui peuvent poser un problème par rapport à un tissu existant. Ou bien arriver dans des schémas beaucoup plus mixtes, avec des gabarits plus hauts, plus bas, qui permettent de cumuler aussi d'avoir du logement unifamilial, du logement multiple. Et ça dépend aussi de la manière dont finalement on va occuper le terrain autour. Si on artificialise tout, si on minéralise tout, ou bien si on laisse finalement un espace assez ouvert. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter à un chiffre de densité. J'y viendrai aussi tantôt avec un exemple, dans les exemples que je montrerai en fin de présentation. La densité, on met parfois une typologie derrière, mais elle peut se traduire par vraiment avec une même typologie de manière vraiment très différente. Donc, réhabiliter le territoire. Donc, vous avez vu, le Brabant wallon, il est vraiment riche dans sa diversité. Donc, c'est aussi différentes choses. C'est réutiliser des terrains déjà artificialisés. L'exemple le plus évident sont bien entendu les friches industrielles, mais c'est pas ça. C'est un bâti vieillissant. Ça peut être une maison, un ancien immeuble. Donc, c'est vraiment la première chose. Réutiliser des terrains déjà existants. C'est aussi optimiser les tissus bâtis existants, en particulier dans les centralités, bien sûr, les dents creuses. Division d'un terrain, le BIMBI, comme vous en avez parlé tantôt, dans laquelle, pourquoi pas, effectivement, l'habitat léger peut aussi avoir toute sa place. Donc l'optimisation des tissus, c'est vraiment la thématique, c'est le titre d'ailleurs du schéma développement territorial, c'est l'optimisation territoriale. Et alors, une autre façon, c'est aussi de rénover ou reconvertir le bâti existant par une division, par diverses manières. Donc je crois qu'on a aussi vu des exemples tantôt dans les présentations antérieures. Et donc tout ça, évidemment, dans un souci d'efficience, d'optimisation territoriale, de mixité, de répondre aux besoins sociaux, de vieillissement, d'accès au logement, de qualité de vie. Donc la question, c'est aussi une notion qu'il y a dans les étés, c'est la ville à 10 minutes, c'est d'avoir tout à proximité pour finalement diminuer la dépendance à la voiture, donc en termes de logement, de travail, en termes d'espace vert, en termes de services. Donc vraiment avoir l'ensemble de ces fonctions dans un périmètre assez court. Dans un souci effectivement de préservation des caractéristiques du contexte, donc de bonne intégration, et dans un souci de maîtrise de la mobilité, je l'ai dit, de diminuer la dépendance à la voiture. Alors, quelques exemples rapides, je ne vais pas m'attarder sur cela parce que je pense que vous les connaissez tous. D'abord, la friche industrielle, on en a quelques-unes en Brabant wallon. Donc, il y a les papeteries de Genneval, donc 400 logements qui ont été faits sur ce site. Donc, c'est vraiment, la friche opportunité, c'est vraiment de faire ce qui est à la base comme une cicatrice dans une ville, en refaire finalement quelque chose qui relie et qui devient un centre. Donc la question, ici, on est en plein cœur du site Henrico.
J'imagine que vous connaissez le site. Là, il y a eu Henrico 1, Henrico 2, qui a permis de recréer un tissu bâti, mais de mettre aussi en valeur certains éléments patrimoniaux. Il y a le PAM, il y a le bâtiment dans lequel on se trouve aussi. Donc il y a Tubize, évidemment, qui, lui, démarre. Alors, il y a aussi la reconversion de terrains bâtis existants, comme je vous l'ai dit. Ici, on est à Braine-l'Alleud, donc dans l'ancien lycée Royal, qui a été transformé, abattu et transformé en immeuble mixte de logements, bureaux et autres, et commerces. Donc là, on a choisi de démolir le bâtiment. L'exemple suivant, c'est ici de nouveau à Cours-Saint-Étienne, on a choisi de garder le bâtiment, qui est l'ancienne école communale. On a dû effectivement beaucoup se battre. On est situé en plein centre. Donc on est situé en plein centre, à quelques pas d'ici. On a dû se battre pour garder ce bâtiment, parce que plus sa valeur patrimoniale, parce que à la base, il y avait un projet de le raser. Et finalement, voilà, on a pu en faire 9 logements. C'est pas toujours facile. Ici, la grosse difficulté dans cette école-là, c'est que les hauteurs sous plafond étaient juste insuffisantes pour faire 2 niveaux par niveau du bâtiment préexistant, mais était vraiment importante pour rentabiliser le bâtiment. Donc voilà, ça a été un défi, mais on l'a fait et je pense que ça valait la peine. Alors, ces 2 exemples vont de la question de est-ce qu'il faut garder ou est-ce qu'il faut démolir. Donc, il y a différentes questions. Il y a la valeur économique, il y a la valeur patrimoniale. Il y a aussi un outil qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Totem, qui permet d'avoir finalement une vision de l'ensemble du projet au niveau écologique, donc parce qu'effectivement, démolir un bâtiment, on vient souvent nous voir, d'abord ça coûte moins cher, et puis effectivement on a un bâtiment avec des meilleures valeurs en termes de performance énergétique. Donc l'outil Totem permet vraiment de voir l'impact écologique d'un projet de démolition ou de reconversion qui prend vraiment ensemble l'ensemble des éléments, donc les performances énergétiques futures, mais aussi le coût écologique finalement de la démolition ou de la reconstruction en fonction du bâtiment existant et en fonction de la manière dont on reconstruit. Alors la question du milieu rural, qui effectivement est sans doute peut-être moins évidente. Ici, l'exemple que j'ai pris, c'est à Wallin. Donc on est en centralité, on est vraiment à côté de la maison communale, de la place communale, de l'école, il y a le commerce, c'est vraiment le lieu central de la ville. Il y avait une friche, un terrain intérieur, et donc la question c'était comment l'urbaniser. Donc là on est vraiment dans l'optimisation des bâtiments, des terrains non bâtis, de comment les urbaniser au mieux sans perdre de place par rapport à cette question de centralité. Et donc voilà le projet qui a été mis en place par la commune. Donc c'est un projet de 33 logements, dont 23 publics. Il y a de l'unifamilial, il y a des appartements, il y a aussi des services de proximité, un petit commerce. Et là, si on fait le calcul de la densité nette, on est à 62 ou presque 63 logements en hectare. Pourquoi ? Parce qu'on calcule la surface nette, donc on ne prend pas en compte les espaces publics. Ici, le choix qui a été fait, c'est finalement de faire un grand espace public et plutôt des petits jardins. La traduction, c'est 63 logements à l'hectare. C'est pour ça que je vous disais tantôt que la question de la densité, elle fait souvent peur, mais il faut voir ce qu'il y a derrière, finalement. Avec un même projet, on aurait pu avoir une densité beaucoup plus faible et avec pourtant un espace public de moindre qualité. Ici, vraiment, on a mis l'accent sur la qualité des espaces publics, la qualité de vie des riverains, et je pense qu'on peut dire que les photos montrent qu'on a un projet, malgré le fait qu'il y ait des appartements, malgré le fait qu'il y ait une densité importante, qui s'intègre parfaitement à un tissu de centre de village. Alors, un autre exemple en milieu rural, c'est la gare de Ramilly, en fait, qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus large. Donc, on l'a vu tantôt sur le plan de secteur, l'est du Brabant wallon est très rural, très peu desservi par les lignes de transport en commun ou d'autoroute. Et donc, c'est une zone un petit peu délaissée, c'est encore une zone un peu village dortoir, parce qu'il y a peu d'activités économiques, il y a peu d'éléments polarisants. Et donc, la province a établi une étude, les New Place of Working, donc les nouveaux endroits de travail, qui se structure autour de 2 ravels qui passent à cet endroit-là. Et donc, on a vraiment, c'était la réflexion de comment réhabiliter et se réapproprier finalement ces territoires qui aujourd'hui sont un peu des logements, enfin un territoire dortoir, en y redéveloppant une activité économique, en y remettant des services, le tout en s'inscrivant vraiment autour d'une infrastructure existante, donc en réhabilitant, en lui redonnant un nouveau sens, qui ne devient plus que uniquement récréatif, mais aussi de déplacement quotidien. Donc voilà la première ébauche par rapport au projet de la gare de Ramilly, qui comporte de l'activité économique, des services et aussi du logement, et de nouveau dans un projet qui s'intègre tout à fait dans un tissu existant, même en ruralité. Voilà. Alors la question, mais je ne vais pas y revenir parce qu'effectivement M. Van Est en a parlé tantôt, de comment aussi par rapport à ces tissus déjà bâtis, comme on parle de Rixensart, Waterloo, Braine-l'Alleud, comment réinvestir, comment réhabiter et redensifier tous ces 2 lieux. Enfin, je crois que les 2 présentations précédentes étaient suffisamment claires que pour montrer la diversité des solutions qui étaient possibles.
magnifique, un beau portrait de notre province, de notre territoire d'action, qui montre aussi, et c'est en complète... les complémentarités sont effectivement évidentes dans les approches, pouvoir créer du récit, pouvoir finalement mettre tout le monde autour de la table et mettre tout le monde est concerné en fait par ce défi qui est un défi collectif. Il faut pouvoir être aidé et donc il faut pouvoir être imaginatif finalement pour avoir des solutions qui soient probantes, qui répondent finement aux enjeux vraiment de chacun dans nos modes de vie et aux enjeux de notre bâti qui est très diversifié en fait, beaucoup plus souvent on le véhicule sur notre territoire. Mais il faut aussi autre chose en fait dans l'histoire, il faut aussi un peu d'agilité juridique. Et donc nous avons trouvé le maître de l'agilité juridique, carrément, je mets la pression. J'accueille monsieur Bernard Pack, qui est avocat spécialisé dans les cas de jurisprudence, sont notamment spécialisés aussi dans l'immobilier et l'aménagement du territoire. Il a déjà eu l'occasion de parler à la Maison de l'Urbanisme plus d'une fois, m'a-t-on dit, et toujours avec brio. Il est aussi maître de conférence à l'UCL, ai-je pu lire. Voilà qui, je vous accueille pour discuter. Alors là, on va changer de mode de discussion. Ce sera avec un micro volant. Tu l'as déjà, ouais. Voilà, et je mets la présentation. Après cette présentation-ci, nous aurons un moment de questions-réponses. Donc, notez bien dans vos petites têtes les petites questions qui vous taraudent. Ce sera le moment d'y parler, de les poser après. Voilà. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, commence maintenant le quart d'heure beaucoup moins agréable. Le quart d'heure moins sympa où le juriste que je suis va vous rappeler qu'il y a malheureusement des règles et que tout projet d'urbanisme doit passer à travers la lasagne. Qu'est-ce que ça veut dire à travers la lasagne? Ça veut dire qu'en région wallonne, on a des couches successives, de plus en plus précises, de règles urbanistiques, parfois à valeur réglementaire, parfois à valeur indicative, que tout projet doit traverser. Pendant très longtemps, on a essayé de multiplier ces couches. On a aujourd'hui le plan de secteur, on a le schéma de développement du territoire qui va être prochainement rénové. Je ne vous parle pas du schéma de développement pluricommunal qui ne verra jamais le jour. Qui est juste un fantasme. On a le schéma de développement communal et on a le schéma d'orientation locale. On a également tous les guides régionaux, communaux, qu'il faut examiner quand on a un projet. Et donc, on a entendu le mot réapproprier, réhabiter, réhabiliter. Souvent, on a utilisé le mot imaginer. Eh bien, tout ça n'est pas possible sans respecter les contraintes qui existent. Et donc, premièrement, les enjeux. On en a parlé. Le ZAN, si vous permettez, je vais plutôt utiliser cet acronyme que zéro artificialisation nette. On va déjà gagner quelques minutes. Le ZAN suppose, comme la lutte contre l'étalement urbain, suppose de changer les paradigmes. Premièrement, on va aller vers plus de densification, et on en a parlé. On va nécessairement, à certains moments, envisager d'augmenter les gabarits. On doit rénover les friches, c'est clair. Nous allons voir les difficultés qui se présentent dans ce cadre-là. Mais on va vers des choses qui sont peut-être plus difficiles à accepter pour la population, voire pour le politique, à savoir diviser les logements existants. Vous savez qu'aujourd'hui, toutes les grosses villes, les grandes villes de Wallonie, chassent les logements, les divisions de logements, qui ont créé des cotes, qui ont créé des appartements, dans initialement des maisons unifamiliales et assez souvent sans permis. Donc il y a un énorme problème, mais clairement le SDT dit aujourd'hui qu'il va falloir promouvoir la division de logements. Les mentalités ne sont pas du tout prêtes pour ça, en tout cas au niveau politique aujourd'hui. Il faut envisager d'urbaniser les intérieurs d'îlots. Ce que M. Carrère a exposé le démontre. Les fameux lots de fonds qu'on a combattus pendant des années, mais peut-être qu'il va falloir envisager de les accepter dans certains cas et dans certaines conditions. Il faudra également sous-diviser les lots des lotissements. Je terminerai par ça. Mais quand on avait des lotissements avec des lots de 20 arts, est-ce vraiment cohérent aujourd'hui de maintenir des lots de 20 arts ou de refuser à quelqu'un de diviser son lot
pour créer plusieurs lots à l'intérieur de sa propriété. Alors, à quoi va-t-on être confronté? Premièrement, une énorme lourdeur pour réviser les plans et schémas. Pour faire simple, aujourd'hui, si on veut réviser le plan de secteur, partiellement, hein, c'est 10 ans, minimum, c'est 10 ans. Vous devez savoir que depuis l'entrée en vigueur du Code été, 1er juin 2017, aucune révision de plan de secteur commencée après le 1er juin 2017 n'a abouti aujourd'hui. On compte une dizaine d'années pour réviser le plan de secteur. Vous voulez élaborer ou réviser un schéma de développement communal, on est plus ou moins de l'ordre de 10 ans aussi. Monsieur Armand m'arrêtera si je me trompe, 7 à 10 ans. Pardon? Ça dépend les communes. Ça dépend les communes. Mais on est de l'ordre de 7 à 10 ans. On veut élaborer un schéma de développement communal, on est de l'ordre de 3 à 5 ans. Et donc, pour implémenter les changements qu'on envisage, il faudrait envisager de réviser les normes qui sont aujourd'hui établies, nécessairement. On peut avoir un sol qui empêche de toucher au lot de fond, qui prévoit des zones de cours et jardins, et vous ne pourrez jamais envisager un projet pour construire à l'arrière, comme M. Carrère l'a fait, tant qu'on n'a pas révisé le schéma d'orientation locale qui prévoit à cet endroit-là de la zone verte. Le gros problème que l'on a, c'est que la simplification des procédures est totalement illusoire. On parle de simplification administrative depuis des années et des années. Quasiment chaque fois qu'un décret est adopté, le ministre essaye de glisser dans l'intitulé du décret le mot simplification. D'expérience, ça n'a jamais fonctionné. Sincèrement, ça n'a jamais été beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons des contraintes internationales, des directives européennes, des conventions internationales, je vais vous expliquer lesquelles. On a une logique inévitable et on a l'effet cliquet, l'effet standstill. Est-ce que vous connaissez l'effet standstill? Alors, l'effet standstill est un énorme problème quand on légifère en matière d'aménagement du territoire. Et c'est un énorme problème quand on veut simplifier les procédures administratives. Pourquoi? On part de l'article 23 de la Constitution qui dit « Tout Belge a droit à un environnement sain ». La jurisprudence en a déduit que le législateur, qui est évidemment soumis à la Constitution, ne peut pas diminuer le niveau juridique de protection, sauf s'il y a un motif d'intérêt général. Moralité, c'est l'effet cliquet. C'est dans les garages, la voiture qui monte, mais elle ne sait pas descendre. C'est l'effet standstill. Et donc, chaque fois qu'on a un gouvernement qui monte, on a un parlement, pardon, qui monte le niveau de protection juridique de l'environnement, pour le descendre, il faut se défendre, et c'est extrêmement difficile parce que le Conseil d'État est hyper attentif à ce qu'on ne diminue pas le niveau de protection ou à ce que les motifs d'intérêt général qu'on invoque sont vraiment, vraiment sérieux et justifient parfaitement, de manière proportionnée, le niveau de protection. Sur le nouveau Code été qui est en cours, on a à tout moment le Conseil d'État qui rappelle l'effet cliquet. Ce que vous avez prévu, ça ne va pas. Ce que vous avez prévu, ça ne va pas. Et donc, en termes de simplification, on a premièrement cet effet cliquet qui est compliqué. Retirer un avis, réduire un délai pour une enquête publique, c'est un énorme problème. C'est extrêmement difficile à cause de l'effet standstill. Deuxièmement, on a l'évaluation des incidences. Inévitable, logique, nécessaire, ok. Mais à partir du moment où on a une évaluation des incidences, il faut désigner un auteur de projet, il faut un marché public. La directive européenne qui impose l'évaluation des incidences sur les plans et schémas impose des enquêtes publiques, des procédures de suivi. Enfin, on alourdit considérablement les procédures et on a enfin la logique. Pourquoi? Parce que on décide évidemment, vous avez là le schéma type que je donne à mes enseignants, à mes élèves. On a premièrement la décision de réaliser le plan ou le schéma, ok, ou de le réviser. Il faut désigner un auteur de projet, en tout cas, quand ce n'est pas la région wallonne, il faut désigner un auteur de projet. Là déjà, marché public, ça prend un certain temps et on désigne l'auteur de projet, l'auteur agréé. Ensuite, évidemment, puisqu'on va devoir faire une évaluation des incidences, il faut qu'elle se fasse sur quelque chose. Et donc, on réalise un avant-projet. Réaliser un avant-projet, vous croyez qu'il dessine dans son coin? Eh bien, c'est des réunions, des dizaines de réunions. Et pour réaliser un avant-projet, il faut une situation existante de fait et de droit. C'est le préalable à toute intervention d'un urbaniste. Et donc, tout ça prend énormément de temps. Et on a enfin l'évaluation des incidences qui commence sur l'avant-projet. Quand on a fait l'évaluation des incidences, il faut se poser la question de savoir si les recommandations, il y en a toujours, beaucoup, qui sont formulées, on va les suivre ou pas. Et donc, on recommence la négociation
avec les autorités, la région, pour savoir si on maintient ça, dans quel sens on modifie, etc. Ça, c'est des étapes logiques, hein. C'est des étapes de toute façon inévitables. On adopte provisoirement, et puis là commence la procédure qui est plus simple. On adopte provisoirement l'enquête publique, les avis, l'adoption définitive, et puis l'approbation. Et puis les recours au Conseil d'État, c'est vrai, j'aurais dû le dire également, mais on a éventuellement des recours au Conseil d'État. Il y a une autre difficulté qui va arriver. Je vais en parler tantôt, mais on va promouvoir des SDC, des schémas de développement communaux, ce document qui couvre tout le territoire communal et qui donne les options, les principes. On va promouvoir les SDC thématiques pour que ça aille plus vite et que les communes puissent appréhender elles-mêmes les centralités et choisir où elles veulent les mettre et comment elles seront définies, quel sera le périmètre de ces centralités. Pour ça, on a prévu une procédure qui va porter uniquement sur ce sujet-là. Donc, plutôt que de faire un SDC global, travail colossal, puisqu'il faut raisonner sur toutes les affectations, sur tous les besoins de la population à un endroit, c'est très compliqué. Ici, on va permettre aux communes de faire un schéma de développement communal uniquement sur l'étalement urbain, c'est-à-dire les centralités. Mais le problème, c'est que beaucoup de communes vont se lancer là-dedans, et on n'a pas beaucoup d'auteurs de projets. Les auteurs de projets agréés, il n'y en a pas des masses, et ils vont vite être occupés par les communes. Et donc, la difficulté va être, premièrement, de suivre cette procédure pour réviser les schémas qui empêchent éventuellement les centralités, l'étalement urbain, la maîtrise de l'artificialisation, ou qui empêchent les projets dont on a parlé tantôt. Pour ça, il faudra passer par des étapes longues, des procédures vraiment complexes, et bientôt la difficulté de trouver des auteurs de projets. Alors, attention, il y a une chose qu'on ne perçoit pas bien. Les schémas sont hiérarchisés, un peu comme pour toutes les règles de droit, on a la loi, l'arrêté du gouvernement, l'arrêté ministériel. Eh bien, pour les schémas, on a le schéma de développement du territoire, le schéma de développement communal et le schéma d'orientation locale. Le principe de l'hiérarchie signifie que quand le document supérieur arrive, est adopté, et qu'il existe des documents inférieurs, par le principe de hiérarchie, les dispositions des documents inférieurs qui sont incompatibles avec le nouveau schéma supérieur disparaissent. Qui sont incompatibles. Et donc il y a une chose qu'on ne maîtrise pas beaucoup, ou à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que quand le SDT va être adopté, va se poser la question de savoir si les schémas de développement communaux, si les schémas d'orientation locale sont encore conformes au SDT. Alors, je vais prendre quelques exemples. Si on a un schéma de développement du territoire qui prévoit, vous avez vu, minimum 30 logements à l'hectare dans telle commune, et si à cet endroit-là, on prévoit un maximum de 20 logements à l'hectare, vous comprenez que ça ne va pas. Si en périphérie, hors centralité, on a un schéma de développement communal qui prévoit 15 logements à l'hectare, alors que vous avez vu que le schéma de développement du territoire, comme l'a expliqué M. Armand, va prévoir 10 logements à l'hectare, on redescend de 15 à 10. Et ça va encore. Estimer s'il y a incompatibilité, ça va encore, mais que se passe-t-il si le SDC met en place des conditions draconiennes à la division de logements, comme j'en parlais, pour faire des cotes et des appartements à l'intérieur d'une maison unifamiliale? Qu'est-ce qui se passe si le SDC prévoit des conditions strictes alors que le SDT promeut la division de logements? Alors, on va pouvoir voter, il y aura la moitié qui vont dire « Ah, moi, je trouve que c'est compatible », et l'autre moitié va dire... Et donc, en termes d'insécurité juridique, ça ne va pas être facile à gérer. Alors, j'expliquais que on peut résoudre les choses par la hiérarchie. Et donc, lorsque les schémas de développement communaux prévoient des choses qui ne sont pas conformes avec le SDT, et les nouvelles conceptions du SDT en termes de densification, en termes de zéro artificialisation nette, en termes d'étalement urbain, lorsque le SDT qui arrive avec cette nouvelle conception est incompatible avec le document inférieur, il va primer sur le document inférieur. OK. Deuxième solution pour résoudre le problème
des schémas existants qui ne prévoient pas nécessairement ce qu'il faut par rapport aux futures conceptions, eh bien, c'est de le réviser. C'est d'adopter un schéma de développement thématique. J'en parlais. Donc, que prévoit le code révisé qui va entrer en vigueur bientôt? Il prévoit que les communes ont 6 ans pour fixer, soit dans leur schéma de développement communaux globaux, soit dans un schéma de développement thématique, elles ont 6 ans pour fixer leur centralité, avec certains critères. Par exemple, il est dit qu'avec les centralités régionales que M. Armand nous a montrées, la commune peut travailler sur 50% de la superficie. Autrement dit, 50% de la superficie de la centralité régionale doit être conservée. C'est ce qu'on a appelé le chewing-gum. On peut bouger un peu la centralité pour adapter les choses par rapport aux circonstances locales ou à la politique locale. Les communes ont 6 ans pour faire ça. Les communes qui ne le feront pas, au bout de 6 ans, les centralités régionales vont entrer en vigueur. Il y a des communes qui ne le feront jamais. Il y a des communes qui vont considérer que politiquement c'est peut-être délicat, que ouvrir la boîte de Pandore concernant la densité et les endroits où on peut construire, ça va être extrêmement difficile à gérer par rapport à sa population. Et donc, on pense qu'il y a des communes qui ne le feront pas. Pour ces communes-là, au bout de 6 ans, ce sont les centralités régionales qui entrent en vigueur. Et si le SDC thématique entre en vigueur après les 6 ans, donc ils le font, mais ils n'arrivent pas à temps, eh bien, dans ce cas-là, si c'est à 7 ans, par exemple, eh bien, au bout de 7 ans, les centralités régionales disparaissent. Le but est donc de pousser les communes à mettre en place leur centralité, leurs mesures par rapport à ce terme qu'on va utiliser beaucoup dans l'avenir, l'optimisation spatiale, donc le ZAN, et éviter l'étalement urbain. Et évidemment, quand on va faire le SDC thématique, s'il y a des sols en dessous, des schémas d'orientation locale qui sont à un niveau inférieur, mais ça va être la même chose, évidemment. Ce qu'on va prévoir dans le SDC, automatiquement, va percoler dans les sols. Il y a évidemment une solution par l'abrogation des sols. Donc, quand on a un schéma d'orientation locale, on peut l'abroger. Alors, le problème, c'est que, juste pour l'abroger, c'est-à-dire pour retirer une couche de la lasagne, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré qu'il fallait un rapport sur les incidences environnementales. Et donc, on en revient un peu à une procédure lourde, plus lourde. Et donc, ça prend nettement plus de temps, malheureusement, qu'auparavant. Alors, les friches. Je vais attirer votre attention sur quelque chose que très peu de personnes connaissent. D'abord, premièrement, les friches, vous savez qu'on adopte ce qu'on appelle un site à réaménager, une procédure de site à réaménager. Alors, a priori, la procédure de site à réaménager était géniale. Elle date des charbonnages. En fait, quand on a eu les charbonnages dans le temps au milieu de zones urbanisées, quand le charbonnage arrêtait, il fallait réaffecter cette zone. Elle était inscrite au plan de secteur en zone d'activité économique et industrielle. Or, au milieu des zones urbanisées, des logements, des corons, on n'avait pas nécessairement envie de remettre de l'activité industrielle. Et donc, on a prévu une procédure simple à l'époque. On adopte un périmètre, le périmètre de site à réaménager, et ensuite, M. Armand et les autres fonctionnaires délégués peuvent délivrer des permis en dérogation au plan de secteur. On ne change pas l'affectation du plan de secteur, elle reste, mais on permet des dérogations au plan de secteur, par exemple pour en faire du logement, à l'endroit où on a une zone d'activité économique industrielle. Eh bien, malheureusement, de nouveau, la Cour de justice de l'Union européenne a déclaré que pour adopter un périmètre, juste un périmètre, un cordon dans lequel on pourra déroger, il faut également une évaluation des incidences, et donc, bingo, on est reparti pour une procédure malheureusement assez longue d'adoption des friches, enfin des SAR qui permettent de réaménager les friches. Et puis, il y a un autre problème, c'est celui-là qu'on ne connaît pas. C'est que, prenons l'hypothèse fréquente, où la friche est en zone d'activité économique industrielle. Donc, on y fait de l'industrie. OK. Les plans de secteur ont été adoptés entre 74 et 86, de mémoire. Les schémas de développement communaux, lorsqu'il y en a, ont toujours été adoptés après le plan de secteur. Le plan de secteur, document régional, le schéma de développement communal, document communal. Et donc, il est soumis au plan de secteur. Il est nécessairement soumis. Quand on a adopté le schéma de développement communal, qu'il y avait une activité industrielle et une zone d'activité industrielle au plan de secteur,
on a nécessairement et obligatoirement dû mettre dans le schéma de développement communal une affectation zone d'activité économique industrielle. OK. Monsieur Armand est consulté parce qu'à tel endroit, on envisage de demander un permis sur une friche pour la réaménager en faisant des logements, et donc monsieur Armand peut octroyer la dérogation. Le texte, le code d'été, permet aux fonctionnaires délégués d'accorder des dérogations à l'affectation du plan de secteur. Et là, ça ne pose pas de difficulté, parce que je dois juste démontrer, il y a des conditions aux dérogations, mais je dois démontrer, c'est la principale, que je ne compromets pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le solde de son champ d'application, c'est-à-dire à l'extérieur, pas à l'endroit considéré. Ce serait par exemple le cas si, quand je rénove ma zone d'activité économique industrielle, je bloque le passage à l'arrière pour aller vers d'autres zones du plan de secteur. Je prends cet exemple un peu idiot. Mais donc, vous voyez que c'est jamais très difficile de démontrer qu'on n'empêche pas la mise en œuvre cohérente du solde de la zone. OK. Donc, on octroie la dérogation au plan de secteur. Le seul problème, c'est qu'on a un schéma de développement communal qui prévoit la même affectation, et là, le critère pour s'en écarter n'est pas le même. Je dois démontrer que je ne compromets pas l'objectif de l'affectation qui est prévu dans le SDC. L'objectif, c'est quoi? Zone d'activité économique. Et comment voulez-vous que j'arrive à démontrer que si je fais des logements dans la zone d'activité économique, je ne compromets pas l'objectif du schéma qui est d'y faire de l'activité économique? Moralité, il manque un chaînon, c'est ce que j'appelle le chaînon manquant. C'est-à-dire que quand on octroie la dérogation, on devrait dire que, nécessairement, cette dérogation emporte l'écart au schéma. Sinon, tout le système des sites à réaménager, dès qu'on a un schéma de développement communal, ne fonctionne pas. Et donc, ça met en péril carrément tout le système. Le projet de décret nouveau code d'été le prévoyait, le Conseil d'État a tiré à boulet rouge sur cette disposition, et je ne comprends pas comment, mais il a tiré à boulet rouge avec l'effet cliquet, avec le standstill, en disant, vous diminuez le niveau de protection de l'environnement. Or, il y avait un motif d'intérêt général évident, c'est que si on veut travailler sur les friches et que tout le monde est d'accord qu'il faut travailler sur ces friches, on a un problème avec les schémas de développement communaux dont on ne sait pas s'écarter. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut les modifier, il faut les réviser. Très bien, mais ça prend un temps considérable. Or, le système du SAR, c'était pour que ça aille vite. Le système du périmètre de site à réaménager avec la dérogation, c'est pour que ça aille vite. Et malheureusement, ça ne va pas être le cas. Je vous avais dit que je ne serais pas très sympa. Alors, les permis de lotir, et on termine par là. Les permis de lotir, et je parlais tantôt des permis de lotir avec des grands lots. Et il y a des communes, beaucoup de communes dans le Brabant wallon, on a encore des 10, 20 arts des lots énormes par rapport aux conceptions actuelles. Il y a deux solutions. Soit on sous-divise sans modifier le permis de lotir. Alors il y a une disposition du code qui le permet, actuelle, et elle va rester en place avec la réforme du code d'été, où il est, je ne vais pas vous la lire, mais en gros, si vous démontrez que la sous-division d'un lot, en deux ou plusieurs lots, la sous-division d'un lot ne compromet pas l'objectif du permis de lotir, enfin du permis d'urbanisation comme on dit maintenant, dans ce cas-là, vous pouvez le faire sans modifier le permis d'urbanisation. Alors, il y a toujours des hypothèses dans lesquelles c'est évident qu'on ne compromet pas l'objectif, plutôt rare. Il y a beaucoup d'hypothèses dans lesquelles on va considérer que c'est évident qu'on compromet l'objectif, et puis au milieu, il y a une zone grise. Et donc, dans la zone grise, généralement, on va modifier le permis de lotir. Donc, cette disposition, moi, j'ai essayé de l'appliquer à plusieurs reprises, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. Au moins 4-5 fois, j'ai essayé, et systématiquement, on m'a dit non, vous compromettez l'objectif. Passez par une procédure de modification du permis de lotir, et j'y viens. Alors, s'il faut modifier le permis de lotir, qui prévoit des lots de 20 arts avec une maison, 4 façades au plein milieu, s'il faut modifier le permis de lotir, d'abord, je signale que ça peut être d'initiative communale. Je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si M. Omar... Non plus. Je n'ai jamais vu une commune prendre l'initiative de modifier un permis de lotir. C'est relativement agressif. À mon avis, ce serait considéré comme une ingérence un peu spéciale. Il faudrait un motif tout à fait particulier pour que la commune intervienne. Je ne crois pas que c'est la solution. Et ça n'arrivera pas. Juste une chose, c'est que dans le nouveau code en prévision,
Quand on a un permis d'urbanisation dans une centralité avec des grands lots, ce serait quand même dommage, alors qu'on est dans la centralité, de laisser des trop grands lots. Eh bien, dans ce cas-là, dans une centralité, pour autant qu'on ne compromette pas les objectifs relatifs à l'optimisation spatiale du schéma qui institue la centralité, donc pour l'instant le SDT, qui institue la centralité, oui c'est ça le SDT, pour autant qu'on ne compromette pas les objectifs du SDT, on pourrait, dans une centralité, créer de nouveaux lots sans devoir passer par une modification de permis. Ça, c'est une plus-value intéressante et logique, du reste, dans les centralités. J'en termine par une considération, c'est que vous vous souvenez de l'époque des 4 façades sur 10 heures. J'ai connu le moment où la région wallonne a commencé à considérer que ça n'allait pas et qu'il fallait densifier et des 2-3 façades. J'ai connu cette période bizarre pendant laquelle on n'en voulait pas. On considérait qu'ils étaient fous de nous imposer les 2-3 façades, on va entendre ce que les voisins disent, etc. Aujourd'hui, on l'accepte. Aujourd'hui, on l'accepte. Il y a toujours cet effet de la poule ou de l'œuf. C'est-à-dire que soit on met en place une réglementation qui devance les conceptions du citoyen, c'est un peu ça le SDT, soit on attend que le citoyen pousse les pouvoirs publics à mettre en place dans la législation ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils considèrent comme correspondant à leurs besoins. On est aujourd'hui dans la première hypothèse. Le SDT met en place des choses qui ne sont pas conformes à ce que pensent, espèrent, souhaitent la plupart des citoyens aujourd'hui. Je voyais vos terrasses qui sont absolument magnifiques. Moi, je vois les dossiers que je dois défendre avec 2 biaises petites terrasses et les problèmes que je rencontre et le nombre de réclamations que ça crée. Il est clair que les mentalités, aujourd'hui, ne sont pas nécessairement prêtes à accepter facilement ce genre de projet. Il va falloir du temps. C'est peut-être pas plus mal qu'il faille du temps pour modifier les législations, parce que ça va donner le temps aussi à la population de commencer à ingérer ces nouveaux concepts. Voilà, merci à vous.